Bonjour, heureux de vous savoir nombreux devant votre petit écran. Merci également de nous renouveler votre confiance cette semaine, une semaine noire pour le Cameroun, notamment avec le décès d'un des barons du régime, trôné pendant près de 38 ans aux affaires. Il s'en est finalement allé, Amadou Ali, le haut commis de l'État, qui tire dans sa révérence après d'existence sur Terre. Amadou Ali, connu beaucoup plus dans une action rigoureuse à lui, certaines personnes lui accordent celui-là qui aurait été le bras de l'opération Épervier. On essaiera de revenir sur l'œuvre de l'homme et on verra également, après la disparition de cet illustre personnage, on parlera peut-être également de la succession de la classe politique dans cette partie septentrionale du pays, surtout quand on sait qu'il était considéré de ce côté-là, dans la région de l'extrême nord, comme un leader incontesté. On parlera également de la finale de la Coupe du Cameroun, affiche très alléchante avec notamment le Coton Sport de Garoua, Bamboutos de Bouddha, deux grandes équipes pour un beau spectacle. On aura le compte-rendu, surtout minute by minute, le point de la situation du côté du stade Mousport Amadou Ahidjo, à l'occasion de cette finale qui sera présidée par le Premier ministre chef du gouvernement. Madame, Monsieur, merci de rester scotché. Nous sommes ensemble pour quelques minutes, le temps d'un match de football encore, avec quelques prolongations. On se retrouve juste derrière pour la présentation des différents panélistes. Des spécialistes triés sur le volet nous font l'honneur de venir sur ce plateau pour décrypter l'actualité. Ce sont des hommes politiques, des avocats, des journalistes. On commence par le journaliste le plus russe des Camerounais, Iolo. Je crois que cette fois est la bonne, Soulé. Bonjour, bienvenue Soulé. Bonjour Bouba, bonjour pour les co-discutants, bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision Canal 2. Je voudrais particulièrement demander à tous les membres, n'est-ce pas, de la communauté des 6 villages de Lemandé. Lemandé, c'est dans le canton, c'est le canton Lemandé, n'est-ce pas, le canton le plus minoritaire et le plus lésé dans le Cameroun. Quand vous arrivez à Toban, Tchekos, au Simbou, vous voyez bien, n'est-ce pas, comment transpire la lésion. Nous n'avons jamais rien eu dans le canton Lemandé. On espère qu'un jour viendra qu'on aura. Et je voudrais finir en saluant, n'est-ce pas, le groupe au Fian Wondo. C'est un groupe d'amis qui, comme c'est le cas maintenant, se réunit pour regarder en direct Canal Presse. Je pense particulièrement à Maître Henri Majot, Joël qui est le président de ce groupe de Fian Wondo, Martial, Pablo et Florentin et Kané, et naturellement le président sortant, tous, je les salue, je leur dis bonne émission au groupe au Fian Wondo. Merci de m'avoir permis de le dire, M. Bouba, Lobouba Ngomna. Merci Soulé Yolo pour cette première prise de parole, de salutation. Sur notre temps, on vous le concède quand même. Avec vous, l'actualité, M. Bolanga, c'est un DG, s'en va, et Blaise Moussa, nouveau DG, s'installe. Pour quel avenir pour cette Kamouata qui voit défiler des DG chaque année? Vous savez, il est de l'eau comme de l'énergie électrique. Est-ce que le changement... Ou alors aussi, on peut ajouter Camerco. Est-ce que le changement, n'est-ce pas, du management, du top management, peut nous garantir qu'on aura de l'eau? Ou alors, subsidiairement, n'est-ce pas, l'énergie électrique? Vous savez qu'en ce moment, plusieurs quartiers de la ville de Yaoundé et peut-être d'ailleurs ne sont pas à mesure, les populations ne sont pas à mesure de nous regarder parce qu'il n'y a pas d'énergie électrique. Maintenant, revenons sur l'eau. Pendant très longtemps, vous savez que le plus grand crime que ces gens ont fait, c'est nous laisser démarrer l'année scolaire sans eau. Les enfants n'étaient pas capables, n'étaient pas en mesure
de se laver, de prendre leur douche le matin. Mais aujourd'hui, on pense que c'est un bruit, une chaise musicale, un enfant de l'Est qui remplace un enfant de l'autre, la direction générale qui va assurer, qui va, n'est-ce pas, permettre aux choses de se réaliser. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Vous savez que M. Biya a l'habitude, n'est-ce pas, d'être un peu, je ne sais pas comment je peux dire ça, il est conservateur ou bien, vous savez, il a d'abord donné, vous savez qu'à un moment donné, l'affaire de l'eau était une propriété de l'amour des enfants de l'amour froid qu'on on voyait à Tanganakuna et William Solo. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de donner l'eau aux populations, ils ont passé le temps à se battre. On a divisé cela, on les a enlevés, on les a mis presque tous en prison. Aujourd'hui, vous avez un Gaston et Lundu et Somba qui est excessif, qui est trop présent, omniprésent, n'est-ce pas, sur les questions de la Kamwata. Et nous espérons qu'au prochain remaniement, lui aussi partira, parce qu'il ne s'agit pas, on ne peut pas mettre toutes les questions, les pénuries, ou les problèmes, les difficultés d'accès à l'eau potable des populations sur la seule tête, n'est-ce pas, de Bolanga qu'on a évincé. C'est une question de tutelle aussi. Et souvenez-vous, on a eu certes la tête de Bolanga, mais il y a 2 ou 3 semaines, on a vu une passe d'armes dans les journaux entre, n'est-ce pas, Elundu Gaston qui accusait Bolanga, et Bolanga à son tour a manœuvré dans les différents journaux pour accuser à son tour le ministre. Donc nous avons là, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, une épine dans le management, dans la gouvernance de M. Biya. Depuis très longtemps, nous parlons des questions d'eau, mais on n'arrive pas à avoir de l'eau. Or, nous avons l'habitude de dire sur ce plateau, Bouba, que le Cameroun est l'un des rares pays où tous les départements en ont, n'est-ce pas, qui est un fleuve, n'est-ce pas? Il n'y a qu'à regarder, hein, tous. Je ne vais pas les citer puisque vous les connaissez. Mais comment on n'a pas d'eau? On n'a pas d'énergie électrique. Alors, comment expliquer que des gens qui sont placés à certains postes de responsabilité pour ne donner que de l'eau, n'arrive pas à donner de l'eau, on nous présente la boue, on nous présente tous les problèmes, n'est-ce pas, qui sont répertoriés ou alors énumérés sont les problèmes qui datent. Mais comment un pays comme le Cameroun, après je crois plus de 60 ans d'indépendance, n'arrive pas à donner aux Camerounais les choses les plus basiques, l'eau et l'énergie électrique? Ça pose un problème. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas très sûr que Blaise Moussa pourra s'affranchir de l'omniprésence du bouillant ministre de l'eau et de l'énergie, le Gaston, enfin vous appelez comment là, et Lundu et Somba. Il y a d'autres choses à faire. Le problème, c'est que est-ce que M. Biya lui-même, il est conscient de ce que ces populations n'ont pas d'eau? Parce que lui, il a les forages, il a tout. Mais les autres n'ont pas d'eau. Bouba, je voudrais dire simplement que c'est désagréable, des désagréments comme l'absence d'eau, mais ce n'est pas un décret qui règle ça. Ce n'est pas un conseil d'administration piégé et vicié comme c'est lui, hein, je crois vendredi, qui a vu arriver Blaise Moussa qui va régler le problème des pénuries d'eau. Il y a autre chose à faire. Merci Souley Yono. Deuxième invité sur ce plateau, Dr Hilaire Tamba. Bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, bonjour à tous les citoyens qui nous regardent, bonjour surtout à tous ces Camerounais qui attendent l'alternance et qui sont rassurés de voir qu'un certain nombre de signaux se mettent en place pour annoncer effectivement cette alternance, mais qui sont inquiets de savoir que le leadership national ne semble pas être très prêt par rapport à ça, mais qu'ils se rassurent. L'alternance va venir, donc je suis très content d'être sur votre plateau aujourd'hui et très content aussi de savoir que des sujets d'importance comme celui lié à l'I qui traitera de la question justement de transition et d'alternance vont être mis à l'ordre du jour. Je suis totalement aussi ravi de savoir que l'opportunité à m'être donnée pour attirer l'attention de l'opinion sur cette situation conflictogène qui a été créée dans les villes du Cameroun, parce que j'ai comme l'impression, vous en avez débattu sûrement des autres semaines, mais comme je n'ai pas pu m'exprimer là-dessus, il est important aujourd'hui pour la sécurité des citoyens des villes qu'on remette de l'ordre dans ce qu'on appelle la police municipale au Cameroun, parce que nos policiers font un excellent travail pour la plupart,
qui sont bien formés. On ne doit pas les mettre en parallèle avec des grands bandits qui ont été recrutés par les mécanismes dont on ignore le procédé, pour les mettre en challenge, comme j'ai pu entrevoir dans le communiqué, par exemple, du maire de la ville de Douala, qui semblait dire que, cette question entre les deux forces ça va se résoudre, ça se comprend. C'est comme s'il y a un certain parallèle, comme s'il y a une certaine posture horizontale, alors qu'on devrait pouvoir mettre en exergue la transcendantalité entre la police nationale, qui est faite des hommes bien formés, avec un cursus connu, et des individus qu'on a ramassés à l'appel comme ça, et qui n'ont pas pu encore s'arrimer d'ailleurs au décret qui porte organisation de la police municipale. Donc c'est une question essentielle, qu'il faudrait, sur laquelle question, je voudrais qu'il y ait une grosse campagne pour que les citoyens qui sont aujourd'hui victimes de ce qu'on appelle police municipale, que sous le prétexte de désordre urbain, on a des grands brigands qui s'arrogent le droit de se donner des libertés sur non seulement l'intégrité physique des individus, mais aussi les biens des citoyens, qu'ils arrachent, ils s'en vont, comme si on était dans un pays qui n'a plus de normes, qui n'a plus rien là. Alors que le décret du Premier ministre, même s'il y a quelque chose à revoir là-dessus, a été assez clair. Il fallait que des gens passent par l'école. Même s'il y a un 18 mois qui a été donné dans ce décret, les gens doivent passer par l'école pour avoir la prétention de se mesurer à la police nationale camerounaise, pour avoir la prétention de se substituer, dans la limite des concessions qu'on leur a fait dans le cadre de ce décret, à la police camerounaise ou à la gendarmerie camerounaise. Donc, il faut que l'ordre soit mis sur cette question-là. Et donc, je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez de pointer la question de la conflictogénité de la société avec l'avènement d'une police municipale remplie d'un ensemble de voyous. Merci pour cette prise de parole. Avec vous, on va vous intéresser sur le grand dialogue national. 3 ans après, où en sommes-nous? On en est où? Vous savez très bien, sur ce même plateau et sur bien d'autres, on avait débriefé un peu. On avait d'abord briefé avant que le dialogue n'ait lieu, et ensuite débriefé. Et lors du briefing, j'avais dit, monsieur Ngouté, Diol Ngouté, que j'ai rencontré, avec qui on a discuté cette question avant le dialogue, n'a pas cru devoir prendre en considération les desiderata d'un certain nombre de Camerounais qui avaient postulé que ce sera un grand échec si un certain nombre de considérations n'étaient pas, certaines préalables n'étaient pas prises en compte. Et bien entendu, ils n'ont pas pris ces préalables en compte. Et on s'est retrouvé avec un grand festin national, pompeusement appelé Grand Dialogue, avec des objectifs pourtant très clairs, adressés de manière efficace la crise anglophone. On est sorti avec des résolutions, mais 3 ans après, on constate que, toutes choses égales par ailleurs, les problèmes qui avaient justifié l'organisation d'un dialogue restent entiers sur le terrain. Il n'y a aucun des problèmes qui a été résolu, et l'incapacité à pouvoir être en assurance, en quiétude dans les 2 régions anglophones reste la même qu'il y avait en 2020, lorsqu'on était entré, on parlait de cette affaire-là. Le gouvernement camerounais est toujours dans l'impossibilité d'imposer son autorité sur les régions anglophones, parce que tous les lundis, effectivement, le mot d'ordre est donné par les autres belligérants et c'est respecté à la lettre, que personne ne m'apporte le contraire aujourd'hui. Cela montre clairement que notre armée est dans l'incapacité de pouvoir dicter la loi de la République dans ces zones-là jusqu'aujourd'hui. La gestion des déplacés internes n'a pas toujours trouvé une bonne solution. La commission nationale mise en place avant celle de désarmement est tout à fait inaudible parce qu'elle a été neutralisée, cette commission-là. Donc le grand dialogue, pour moi, 3 ans après, c'est le constat de l'échec. C'est le constat de ce qui était prévu, c'est-à-dire l'échec, parce qu'il n'y a pas eu effectivement de dialogue dans la perspective d'adresser la question de la crise anglophone. Le dialogue, nous l'attendons encore, et ce que nous avions posé comme principe avant ce dialogue reste valable aujourd'hui. M. Biya-Paul doit se rendre à l'évidence que son affaire a échoué et que le besoin de dialogue est encore une réalité au Cameroun, si tant est qu'on voudrait adresser clairement la crise anglophone qui aujourd'hui malheureusement met notre pays à mal. Et pour ce faire, naturellement, il faut accepter de dialoguer avec. Il faut d'abord accepter, contrairement à certains collègues, à certains universitaires qui recusent, qui restent dans un négationnisme tout à fait inadmissible, en refusant la qualification juridique de ce qui se passe là-bas. Parce que malheureusement, au niveau du sérail, les hommes de M. Biya-Paul estiment toujours qu'on est dans une affaire de maintien de l'ordre renforcé dans les régions anglophones. Or, nous estimons qu'on est en plein conflit armé non international. Cela convoque le droit international humanitaire qui donne la quiétude et la sécurité aux organisations humanitaires qui travaillent dans les zones. Parce que là où l'État a démissionné de manière naturelle, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure capable d'accueillir des gens, que ce soit en matière de santé, en matière
d'éducation et autres, les humanitaires sont sur le terrain, en train de se battre pour apporter encore un peu d'humanité aux citoyens. Et donc, dans ces conditions, on doit admettre la nature juridique du conflit en droit international et permettre aux organisations internationales et nationales de droits de l'homme et des organisations humanitaires de pouvoir travailler sur le terrain. Donc, premièrement, accepter cela et deuxièmement, accepter qu'il y a belligérance et donc négocier entre belligérants, bien entendu, tout en maintenant le fait que l'État, ce qu'on appelle Cameroun, doit rester Cameroun, quelle que soit la forme, fédéraliste ou autre, mais ça doit rester Cameroun. Voilà. Merci, Dr. Hilaire Kamga. Le troisième invité est le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, donc communicant mandaté à cet effet. Monsieur Simon Metségué, bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour également panel, un bonjour particulier à 1 million de téléspectateurs. Merci de m'avoir convié à ce grand débat dominical. Je profite également pour encourager et dire bravo à notre camarade Blaise Moussa qui va désormais prendre la tête de la Camwater. C'est un gros chantier que, évidemment, dans lequel il va s'aventurer. Je rappelle ici que, évidemment, avec la population qui devient de plus en plus nombreuse, vous voyez très bien que Yaoundé est déjà dans trois départements, la Lépié, la Mofouafamba, la Mofouakona et l'Omfundi. Donc il y aura davantage, la demande est davantage forte et je crois qu'également le président de la République a déjà pris de très bonnes mesures là-dessus. Vous savez très bien que d'ici pratiquement février 2023, le Yaoundé va tripler, je voudrais dire doubler sa capacité d'approvisionnement en eau avec le projet PAIPIS qui doit pouvoir approvisionner les villes de Yaoundé et les périphéries de 300 000 mètres cubes d'eau, à côté des 185 000 mètres cubes d'eau que Yaoundé reçoit maintenant. Donc j'aimerais appeler les populations à prendre un peu leur mal en patience. Le gouvernement est en train de travailler au-delà de ce que certains peuvent bien penser que, évidemment, il y a des petites guéguerres entre telle et telle personne, mais je pense que sur le plan structurel, le travail se fait sur le terrain. Déjà, même à Bafoussam, il y a eu un projet comme ça qui a ravitaillé davantage la ville de 20 000 mètres cubes d'eau. Donc, évidemment, le gouvernement est à pied d'œuvre. Il ne faut pas penser que rien ne se fait, les choses se font. Et il faut saluer le travail qui est fait. Donc, je profite ici de l'occasion pour encourager ce camarade qui a eu la confiance du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, du travail qu'il aura amené aux côtés des autres, notamment le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elindé Somba. Merci beaucoup. Alors justement, puisque vous félicitez votre camarade du RDPC, le RDPC avec sa majorité obèse, un peu partout, on a comme le sentiment que même au niveau du cumul de postes, le RDPC ne lâche pas prise. Est-ce qu'on peut être sûr qu'avec la nomination de l'actuel DG, qui occupe également, qui cumule d'autres postes, on pourra permettre à certains Camerounais d'occuper aussi ces postes-là? Vous savez, le président de la République est celui-là qui nomme aux fonctions civiles et militaires. Donc c'est à lui qui revient le choix de savoir qui peut être à telle place. Ce n'est pas ici le cumul qui est important, c'est le travail à mener, parce que les populations n'ont rien à faire avec le cumul, mais ont tout à faire avec ce qui se passe sur le terrain. Donc si pour le RDPC, rien de écoutez, je vous ai dit que ici, Bouba, si certains s'occupent à 2 ou 3 postes, les populations veulent les résultats sur le terrain. Et donc, le président de la République juge donc nécessaire de souvent jeter son dévolu sur une personne qui peut mieux faire ce travail-là. Mais si vous le permettez bien, je voudrais, parce qu'il y a le sujet sur le grand dialogue national qui m'intéressait beaucoup, si vous en avez convenance. Question rapidement. Oui. Ok, d'accord. Antoine Apinois, parce qu'il a. Oui. Je suis sûr que vous voulez dire. Oui, merci beaucoup. Je crois que le travail qui a été fait en 3 ans mérite d'être félicité. Il mérite d'être félicité. Et je parle sur le contrôle des chiffres.
des chiffres, je pense, sur le cas du système éducatif, cher aîné, docteur Hilaire Kamanga. Voyez-vous, en 2019, je prends le cas du Nord-Ouest, en 2019, au pic même de cette crise-là, nous étions à 20 000 élèves dans le secondaire. 2021, c'est plus de 60 000, donc le triple. Donc ça veut dire qu'il y a un retour progressif des classes qui se fait. Vous allez vous rendre compte que j'ai suivi le rapport, le rapport de la 4e session du suivi des réunions du cadre national qui s'est passé, je crois, le 4 août, présidé par le Premier ministre. Dans ce rapport-là, il était dit que sur la soixantaine d'arrondissements, de localités du nord-ouest et du sud-ouest, 40 sont pacifiés. Et donc vous comprenez pourquoi est-ce que je voudrais dire quoi, docteur, vous comprenez pourquoi est-ce que la reconstruction a été lancée. Parce que même au niveau de la reconstruction, vous allez vous rendre compte qu'elle est amorcée à 7,4%. Je crois que le 15 juillet dernier, le ministre Tasson parlait de 11,4 milliards de francs CFA mobilisés qui ont permis de réhabiliter 30 hôpitaux et plus d'une soixantaine d'écoles avec des routes qui ont été refaites, ainsi de suite, ainsi de suite. Je crois qu'aujourd'hui, les choses vont crescendo. Et déjà, vous savez très bien que l'une des résolutions du cadre dialogue national, justement, était l'accélération de la décentralisation. Et justement, en décembre 2020, le 9 décembre, avec les élections régionales, le Cameroun a acté son caractère unitaire décentralisé, avec les statuts spéciaux qui ont été accordés aux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je ne fais que convoquer les faits ici, je n'analyse rien. Donc évidemment, je trouve que est discutable. Je trouve que j'en disconviens pas. Vous parlez. Je voudrais dire que... Est-ce qu'il peut vous dire la dernière fois il a mis le pied je voudrais dire que... Il n'y va pas. Non. Il est, je crois, à Tchangwa. Bouba, je pense que... Non, mais arrêtez ça. Arrêtez. Non. Le Premier ministre lui-même, il y va. Je ne peux pas ne pas dire ce qui est vrai. Le Premier ministre lui-même, il y va. Non, mais M. Bouba, arrêtons quand même. Vous savez, M. Bouba. Je parle. Arrêtons de mentir. Ce n'est pas du mensonge, ce sont des faits avérés. Non, ce n'est pas un problème de dicter. Il faut qu'on apprenne à dire la vérité aux Camerounais. Parce qu'on ne peut pas survoler les thèmes et 3 ans après, vous avez le sentiment que oui, ce n'est pas... Ce n'est pas un sentiment, je ne parle pas de sentiment, je te parle des faits. Alors, je peux comprendre. On va s'amuser. Je souhaite qu'on dise la vérité aux Camerounais. Quand même, on va pas parler tout ça à la fois. Merci. Je parlerai après lui. Mais on peut ne pas être d'accord avec. D'ailleurs, la preuve, Simon n'est pas d'accord avec. Voilà. Donc il parle après lui. Mais si on parle tous à la fois, on ne va pas s'écouter. Après lui, je parlerai. On ne va pas s'écouter. Oui. Donc vous terminez. Oui, j'étais disant. Terminez parce que justement la thématique principale. Oui. Juste donc en une minute, en une minute. Et justement, je voudrais rappeler aux téléspectateurs que ceux qui ont suivi les championnats de vacances ont très bien vu que même dans le Libye-Alem, qui était jadis une zone très difficile, et il y a eu, la vie a repris de ce côté-là. Donc il ne faut pas qu'on donne l'impression aux uns aux autres que les choses ne sont pas faites. Je crois que le gouvernement camerounais maîtrise cette crise et ce n'est pas d'un coup de baguette magique que les choses vont finir, mais ça va progressivement et on pense que d'ici là, les choses vont s'améliorer, vont en s'améliorant dans tous les cas. Ok, merci. Je peux dire un mot? Non, on va revenir. On va revenir à vous. Non, vous ne pouvez pas me refuser. Il y a un quatrième invité. Monsieur Bouba, si vous me refusez ça, vous lui avez donné 2 sujets. Il a fait une digression, permettez la mienne. Pour dire, M. Bouba, qu'il n'est pas normal, ce n'est pas souhaitable que ce plateau devienne une caisse d'enregistrement. Monsieur parle de ce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas de quoi il parle. Parce qu'en réalité, les enlèvements ont continué. Cette raison... Ce n'est pas parce que les enlèvements... Ce n'est pas parce que les enlèvements ont continué que l'appel ne continue pas. Simon, s'il vous plaît. Monsieur n'est pas capable de nous dire... Dites-nous combien de fois est-ce que le grand chef a rencontré le Premier ministre qui est supposé être le coordinateur du mouvement sur le soleil. Jamais. Sous les de mesure, les rencontres. Est-ce que vous permettez-moi de convoquer une chose.
après le dialogue, le grand dialogue national, 3 ans sont passés. Le président de la République n'a jamais rencontré officiellement devant caméra le Premier ministre pour parler, n'est-ce pas, de l'état d'avancement des résolutions du grand dialogue, de l'état de la pacification, n'est-ce pas? Monsieur Tazon, dont vous parlez, il est où? Je vous rappelle. Au nord-ouest, on ne le voit pas. Les enlèvements ont continué. C'est pas normal, c'est même dangereux de parler avec autant, n'est-ce pas, de légèreté. Autant, il y a le sentiment que vous êtes un esprit de nuisance. Vous ne pouvez pas parler comme ça d'un problème grave qui est en réalité presque la coupure du Cameroun en deux. D'un côté, vous avez les anglophones, d'un côté, les francophones. Tout le monde souffre de ce problème dans la chair. Et vous venez vous raconter comme ça, vous balancez des choses. Non, arrêtez ça. Okay. Arrêtez ça. On n'est pas, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas dire dans un meeting du RDPC. Non, vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. Je respecte vos propos, mais... Et Soulé, vraiment, ce n'est pas un débat entre vous. C'est un débat contradictoire. C'est argument contre argument. Voilà. Je vous en prie. Donc, on va faire un effort de rester un peu discipliné sur ce plateau. Chacun prendra la parole à son temps de parole. Merci de le respecter. Le 4e invité qui ne s'est pas encore prononcé sur ce plateau, c'est le bâtonnier Maître Charles Tchunga qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour, bienvenue. Bonjour et merci pour votre invitation. Je vais en profiter pour saluer les amis qui sont sur ce plateau et saluer vos millions de téléspectateurs. Et m'excuser, n'est-ce pas, de ma longue absence sur les plateaux, mais c'était une décision personnelle depuis une année. Maintenant, je pense que, vu les problèmes qu'a encore notre pays, l'heure est venue pour que les uns et les autres prennent la parole pour exprimer leurs sentiments sur ce qui se passe. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Ça faisait effectivement longtemps que tu n'es plus passé par ici. Merci de renouer avec les téléspectateurs de Canal Presse. Avec vous, un mot sur ce qui se passe au Burkina Faso. Un autre putsch, une fois de plus, encore. Ça devient une habitude à l'Afrique de l'Ouest. Je crois qu'on est déjà à près de plus de 8 coups d'État dans ce pays. C'est un pays qui vit depuis des années sous le régime des coups d'État. Et j'ai été toujours de ceux qui ont pensé que ce n'est pas parce que on arrive au pouvoir par la violence et qu'on a des belles idées qu'on doit adouber, n'est-ce pas, ces systèmes. Tous les systèmes, n'est-ce pas, qui relèvent d'un coup d'État sont des systèmes, n'est-ce pas, liberticides. À terme, on se rend compte toujours qu'en fait, il y a un renouvellement en interne. C'est-à-dire qu'en fait, les militaires se succèdent entre militaires. Même si de temps en temps on peut avoir quelques éclairs, comme Thomas Sankara ou Rollins au Ghana. Mais il ne faut jamais, dans le cadre, n'est-ce pas, d'un État, n'est-ce pas, souhaiter que le coup de force, les coups de force et les coups d'État soient des mécanismes d'accès au pouvoir. C'est pour cela que, en 1984, nous fûmes de ceux qui, lorsque cette perspective se présenta, on avait pris position dans la nuit même où ce push était en train d'être réalisé. Je suis heureux de noter que le Cameroun n'a pas sombré, n'est-ce pas, dans ce cycle. Vous observerez que l'Afrique de l'Ouest est, n'est-ce pas, la part de notre continent qui enregistre le plus grand nombre, n'est-ce pas, de coups d'État. Et puis, vous savez, à tel point que nombre d'intellectuels africains considèrent aujourd'hui que dans certains pays, c'est une bonne chose. Parce qu'il y a tout un discours qui s'élève aujourd'hui en Afrique pour dire qu'il faut soutenir tel jeune au pouvoir. Je dis que c'est toujours dangereux pour les libertés individuelles et collectives. Merci à vous, cher monsieur. On va marquer... Mais vous voulez dire un mot Non, je veux dire un mot sur le grand dialogue. Sur ce qui venait de dire et sur le grand dialogue en particulier. Sur la police municipale. Je crois que c'est une question importante. Nous sommes dans un pays où il y a une confusion entre ce qu'on appelle la police administrative et la police, n'est-ce pas, judiciaire. La police administrative a pour fonction, n'est-ce pas, de réguler, n'est-ce pas, l'application des lois, de faire des constatations, parfois des transgressions administratives et réglementaires, alors que la seule autorité habilitée, n'est-ce pas, à porter atteinte à une liberté du citoyen, à l'interpeller, à contrôler son identité, à fouiller son véhicule, à mettre son véhicule à fouiller, c'est la police judiciaire, parce qu'il s'agit d'infractions. Or, aujourd'hui, nous avons dans notre pays, dans toutes les administrations, une tendance à créer des polices. Regardez par exemple sur nos routes aujourd'hui. Vous avez des messieurs qui ont des chasubles
Et aujourd'hui, il se présente comme brigade spéciale du ministère des Transports. C'est quoi la brigade spéciale du ministère des Transports? Il vous prend vos documents de véhicule, prend le permis de votre chauffeur, va s'asseoir sur un tronc d'arbre et vous attend. Ça, c'est extrêmement grave. Pour ce qui concerne la police municipale liée aux mairies, liée, n'est-ce pas, à nos communes, il faut que vous sachiez clairement que cette police n'a pas le pouvoir, n'a pas la capacité de s'appréhender, de prendre corps d'un bien appartenant à un citoyen sans être accompagné, n'est-ce pas, par la police nationale. Et lorsque cette police trouve une difficulté sur le terrain, elle doit en référer pour être assistée par la police nationale. Je crois qu'il y a là un problème qu'il faut que, n'est-ce pas, les autorités règlent pour clarifier, n'est-ce pas, quelles sont les missions des polices municipales, quelles sont les missions, n'est-ce pas, des forces de l'ordre que sont la police et la gendarmerie. Alors, pour ce qui concerne le grand dialogue, je suis bien placé pour en parler. J'en étais. J'ai été invité à ce grand dialogue et le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est qu'en définitive, nous avons l'impression d'avoir été quelque peu floués. Parce que dans ce grand dialogue, il y a un certain nombre il n'y a pas de résolution, c'était des recommandations. On a fait un certain nombre de recommandations. Je voulais en citer 2 ou 3 pour qu'on voit que ça n'a pas beaucoup avancé. Nous avions, n'est-ce pas, une commission qui travaillait sur la diaspora. Et des promesses fortes ont été faites à cette diaspora de régler la question lancinante, n'est-ce pas, de la double nationalité. Où en sommes-nous aujourd'hui? On se pose toujours la question. Il y a eu un débat, n'est-ce pas, sur la forme de l'État. Ça a fait traîner ce grand dialogue au point où, finalement, on a sorti, n'est-ce pas, j'allais dire du chapeau, la proposition, n'est-ce pas, de la décentralisation. Vous noterez que dans les recommandations du grand dialogue, le principe avait été admis de ce qu'on appelle le transfert des compétences. Il y a eu un débat qui a longtemps duré sur le transfert des ressources. Il avait été arrêté qu'on transférerait 15% des ressources nationales aux collectivités décentralisées. Où en sommes-nous aujourd'hui? On a vu qu'on s'est précipité de transférer certaines compétences aux collectivités décentralisées, mais que les moyens, n'est-ce pas, n'ont pas suivi au point où, je regardais encore il y a quelques jours dans une télévision concurrente, n'est-ce pas, le débat sur une école complètement détruite, où ils ont dû se réfugier, c'est une école de la capitale, où ils ont dû se réfugier dans une église pour continuer à donner des cours aux enfants. Quand on voit cela, ça nous interpelle. Enfin, sur la question centrale qui a motivé la convocation du grand dialogue, c'est la question, n'est-ce pas, du nozo. Moi, je trouve cette position qui ne changera pas. Je prends une métaphore médicale pour expliquer que lorsque vous souffrez d'un mal, s'il n'y a pas un bon diagnostic, il est difficile de trouver des soins appropriés. Ma conviction est que depuis 2016, on n'a pas diagnostiqué clairement la difficulté qui a fait basculer cette crise dans la violence. Parce qu'en définitive, vous vous souvenez que cette crise a commencé par une revendication d'avocats, n'est-ce pas, et d'enseignants. Je ne vais pas rappeler ici, pour ne pas être polémique, n'est-ce pas, le traitement qui a été réservé à mes confrères et aux enseignants qui ne revendiquaient que, n'est-ce pas, le droit, n'est-ce pas, d'enseigner et de défendre correctement les Camerounais. Donc, parce qu'on s'est trompé sur le diagnostic, évidemment, les solutions proposées n'ont pas été bonnes. Donc, je pense qu'il y a lieu de faire ce que moi j'appelle une évaluation d'étape. Parce que dans notre pays, nous avons l'habitude, n'est-ce pas, de faire des grandes réunions, de faire des grandes commissions, de désigner des gens, et puis on n'évalue jamais. Vous parliez de votre collègue, de votre camarade tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi change-t-on un DG par un autre? Il faut évaluer. Chaque fois qu'on vous assigne une tâche, la règle veut qu'à la fin ou à mi-parcours, on puisse évaluer pour en tirer les conséquences. Vous avez évoqué les problèmes liés au barrage, vous avez évoqué les problèmes liés, n'est-ce pas, à l'eau, etc. Ce sont des questions qui sont confiées à des gens qui restent parfois en fonction pendant 10, 15, 20, 30 ans. Un matin, on vous dit on le remplace. On ne vous dit pas pourquoi on le remplace. On ne vous dit pas qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Ça, c'est une question de management. Je crois qu'il y a au Cameroun un institut, n'est-ce pas, de management public. Je vais terminer par là pour dire que le responsable de cet institut, c'est une dame que je respecte beaucoup. Quand on entend parler, on voit bien qu'ils forment des gens, n'est-ce pas, à la gestion, au management. Mais le problème chez nous, c'est qu'en réalité, on a considéré que le fait d'être fonctionnaire suffit à vous donner des compétences, n'est-ce pas, pour gérer une entreprise. La gestion d'une entreprise n'est pas la même
que la gestion d'une administration. Et je m'arrêterai là pour l'instant, monsieur. Merci, monsieur le bâtonnier. On va prendre une pause avec cet élément qui va nous conduire tout droit à la première thématique que je signalais sur le décès cette semaine de ce haut commis de l'État. On revient sur les faits avec Daniel Bouti qui nous sert ce reportage. Peu avant 8 h, ce 28 septembre, la dépouille du ministre Amadou Ali fait son arrivée au complexe islamique de Tinga à Yaoundé. Le haut commis de l'État entame ici son dernier voyage vers Allah. Une prière est dite en sa mémoire avec au rang des fidèles de nombreux membres du gouvernement pour qui Amadou Ali a été un précurseur. C'est une bibliothèque, c'est un haut commis de l'État qui a disparu. Nous sommes très émus. Un modèle, pas une bibliothèque, une encyclopédie. Parce qu'il connaît ce pays pour avoir servi les deux chefs d'État. Servir le président Aïdjo, servir le président Biya. Serviteur du Cameroun qui a mis à la disposition sa force, son énergie, son temps, toutes les ressources dont il disposait. La dépouille prend ensuite le chemin de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, d'où il sera acheminé vers Maroua. Ici encore, de nombreux collaborateurs du défunt sont venus lui faire leurs adieux. C'est le cas de l'ancien ministre Pierre Moukoko Bonjo, qui pendant longtemps a côtoyé l'illustre disparu à divers niveaux de la machine gouvernementale. C'est une longue histoire qui date d'ailleurs très loin, depuis l'époque où j'étais conseiller spécial et porte-parole du Premier ministre Sadou Ayatou. Ça c'était le début des années 90. M. Amadou Ali était secrétaire d'État à la Défense. Il était très proche de Sadou Ayatou, donc on se retrouvait pratiquement tous les 2-3 jours sur Sadou Ayatou. Sa vie terrestre, Amadou Ali l'a presque passé entièrement au service de la nation. Entre 1983 et 2019, année à laquelle il quitte officiellement le gouvernement, il aura imprimé sa marque au sein de l'État en tant que vice-premier ministre, secrétaire général de la présidence de la République, ministre de la Défense, ministre de la Justice, entre autres. Il s'éteint à l'âge de 79 ans. Voilà, merci. Retour sur ce plateau où nous d'ailleurs embrayer sur cette thématique. On commence par vous, Simon. C'est un camarade aussi, un grand camarade qui s'en est allé. Oui, le camarade Amadou Ali s'en est allé le 27 septembre dernier. C'est une grosse perte pour notre parti politique quand on sait la valeur de ce serviteur discret du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Nous pensons que c'est quelqu'un qui va beaucoup nous manquer. C'est d'autant plus que vous savez que le plus grand bastion électoral, c'est l'extrême nord. Et ce grand bastion électoral a toujours été celui du RDPC grâce à des personnalités comme lui qui ont toujours œuvré à ce que le parti du flambeau rayonne de ce côté-là. Et donc qu'il soit parti comme cela, nous sommes très émus et c'est toujours pour nous de lui témoigner notre éternelle reconnaissance. Et dès que je l'ai dit, je pense que quand je revisite son parcours, si je peux le dire, c'est quelqu'un qui a servi, comme le disait un de nos ministres dans votre reportage, qui a servi deux chefs d'État, le président Amadou Aïdjo, mais davantage qui a servi le président de la République, son Excellence Paul Biya, à des moments, je dirais, clés de la vie de notre histoire. Je prendrai des clichés, si vous le permettez. Je crois entre 1996 et 2001, il a été ministre délégué en charge de la Défense. Et à cette période-là, il se préparait les grandes réformes de notre système de défense, de notre armée, et qui ont conduit en 2001 aux grandes réformes, les 21 décrets qui structuraient à nouveau notre système de défense. Et on a aujourd'hui le résultat qu'on connaît, celui d'une armée moderne, professionnelle, capable de défendre notre intégrité territoriale sans l'apport d'un État tiers, comme ça se fait dans plusieurs pays en Afrique. En 2001 et 2008, il va à la justice. Et vous savez très bien que deux éléments marquants de cette période-là sont également à relever.
déjà, nous étions en justice avec, dans le cadre de la presqu'île de Bakassi. Vous savez très bien que c'est quelqu'un qui a mené ce combat juridique aux côtés, c'est-à-dire que sous la supervision du président de la République, son Excellence Paul Biya. Et en 2002, nous avons eu ce grand sacre judiciaire avec toutes les autres personnalités. Après cela, c'était la corruption, parce que justement, en 2001 également, le Cameroun était pratiquement premier selon certaines ONG, premier pays le plus corrompu. Bon, ce n'était pas forcément ce classement discutable qui nous intéressait, mais c'était de savoir que la corruption avait pris des proportions assez inquiétantes et il fallait s'y mettre. Et donc, justement, ce humble serviteur, très discret d'ailleurs, a très bien articulé aux directives du chef de l'État en mettant en place un certain nombre d'institutions, la NIF, le Consupé, ainsi de suite. Et on a très bien vu juste en 2011, on a reculé et on continue de reculer avec ces réformes qu'il a continué à mener. Donc je pense que c'est une grosse perte pour nous, mais évidemment, c'est aussi à saluer tout ce qu'il a fait et que je venais de relever ici sur votre plateau. Merci, on reviendra de fond en comble sur l'homme et son œuvre. Priorité au direct. On me signale que nos équipes sont d'ores et déjà en direct de Canal 2 International. Marc Lionel Chouamon et toute la Dream Team pour la finale de la Coupe du Cameroun, une finale qui doit opposer dans quelques instants seulement Coton Sport de Garoua, Bamboutos de Bouddha. On a le stade sur la lucarne gauche de votre petit écran. On va vérifier cela avec nos envoyés spéciaux qui sont en direct, en clair et sans décodeur. Tout de suite et maintenant, Marc Lionel Chouamon et toute l'équipe du côté du stade Omnisport Amadou Ahidjo, vous avez l'antenne pour nous faire le point de la situation à quelques heures seulement de cette finale. Marc, c'est à vous. Bonjour Boubangomna, bonjour à tous vos invités sur le plateau de Canal Presse. Bienvenue au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé pour la 61e édition de la finale de la Coupe du Cameroun de football qui va opposer à 15h30 la formation de Bamboutos de Bouddha à celle du Coton Sport de Garoua. Finale inédite, c'est la première fois que les deux clubs se retrouvent à ce stade de la compétition. Nous sommes en compagnie de notre consultant habituel, Billy Houto. Bonjour Billy, une nouvelle fois. Bonjour Marc, bonjour aux sporteurs de Coton Sport de Garoua, à ceux de Bamboutos de Bouddha et à tout le monde. Avec nous également un des membres du conseil d'administration de Bamboutos de Bouddha, Joël, qui est avec nous. Bonjour Joël. Bonjour Marc, bonjour Canal International. Merci de venir. On est là pour la finale Coupe du Cameroun, pour supporter le fils unique, Bamboutos qui est là depuis 50 ans. On n'a pas pu remporter un trophée major et on a fait un faux pas en 2016. La raison pour laquelle on est là aujourd'hui, tout le peuple, tous les dieux de l'Ouest sont derrière le fils unique, Mangwa Boss, pour remporter le trophée. Justement, on a pu pêcher l'un des membres du conseil d'administration de Bamboutos et on va lui permettre de parler avant de nous quitter et de prendre notre supporter ou notre membre de Coton Sport de Garoua. Alors, comment est-ce que vous entrevoyez cette finale et quel est le score pour vous? La finale est bien organisée. On remercie d'ailleurs le président Flocafoot, Samuel Etofis, avec tout le comité, par rapport à ce qu'il fait pour le football camerounais. Et on pense qu'on aura une belle finale entre Bamboutos et Coton, puisque vous savez que c'est deux mastodontes du football camerounais. Quand on parle du Coton Sport de Garoua et du Bamboutos de Bouddha, vous voyez la faveur populaire, qui est là. Et je pense que pour cette fois-ci, on va perdre Coton Sport 2-0. Merci à vous, Joël Kété, et bonne chance pour Bamboutos de Bouddha. Alors, revenons plus techniquement sur cette rencontre, Billy Houto. Les deux font sa présence, on va dire que Coton Sport de Garoua part quand même avec un petit avantage du fait d'avoir battu Bamboutos en championnat en aller et en retour 2-0 et 1-0 et puis d'être resté invaincu depuis 2007 face à Bamboutos et en plus à une équipe stable. Oui, effectivement, déjà cette saison, malgré son mauvais début en championnat qui était assez poussif,
Coton Sport puis s'est réveillé. Ils sont venus à bout de Bamboutos à la phase aller et à la phase retour. Et puis en Coupe du Cameroun, ils sortent sur une spirale de 11 matchs, de 5 matchs sans défaite. Logiquement, ils sont qualifiés pour la finale. 11 buts marqués et 0 buts encaissés, avec une défense assez solide conduite par Chez Malone et Ali Goni. Et dans l'équipe de Coton Sport, vous avez des joueurs qui ont régulièrement été convoqués en sélection A' et en sélection U23. C'est une équipe qui est qualifiée pour la phase, pour la prochaine phase de la Ligue des Champions. Elle a pu venir à bout de Madlam FC. Donc c'est une équipe qui a déjà pu rôder son automatisme. Des joueurs sont assez connus. C'est vrai qu'il y a de nouveaux joueurs qui ont été recrutés après la phase des playoffs. Mais globalement, c'est la même équipe qui est là. Et il y a le même entraîneur qui est dans cette équipe depuis pratiquement 10 ans. Et en termes de cohésion, tout est OK. Il y a Oukine, qui est pratiquement le patron du milieu de terrain, qui est revenu. Il est en très bonne forme. Il essaie d'aérer le jeu de Coton Sport. Donc Coton Sport a de réels arguments pour venir à bout de Bamboutos de Bouddha cet après-midi. Alors nous sommes à moins de 3 heures, un peu plus, pour le coup d'envoi de cette finale. Et pour l'instant, rien n'a encore filtré côté Coton Sport ou côté Bamboutos sur le 11 entrants que vont donc aligner les deux entraîneurs, Doumbé Bosso pour Bamboutos de Bouddha et Gabriel Aman pour le Coton Sport de Garoua. Regardons un peu le 11 probable du Coton Sport de Garoua. Tout d'abord, Billy, cette équipe pourra ressembler à celle-ci dans cette configuration de 4-3-3, peut-être avec un ou deux éléments à peu près qui pourraient être changés. Oui, effectivement, vous savez déjà en termes de système de jeu, je ne pense pas que l'entraîneur, en fait que le staff technique fera un changement au niveau du système, peut-être au niveau de l'animation, peut-être aussi au niveau des joueurs qui composeront cette animation-là, peut-être aussi au niveau des circuits préférentiels, mais globalement, c'est à l'exception près de 2 ou 3 joueurs. On aura une équipe, on aura la même équipe de Coton Sport. On sait qu'en défense centrale, Chez Malone pourrait être associé à Ali Goni, parce que c'est avec Ali Goni qu'il a joué en Coupe du Cameroun. Ils ont joué 5 matchs sans encaisser de but. Et puis au milieu de terrain, je disais tantôt qu'il y a Ako Hari, transfuge de Bamboutos de Bouddha, l'un des joueurs qui a été libéré par Bamboutos. Connaissant mieux comment l'entraîneur Doumbé Bosso travaille, on pourrait aussi l'aligner, mais ça va pas être évident. Avec Oukine, il y a Kaiba qui, déjà, un jeune milieu de terrain, qui se projette très vite vers l'avant, qui est box-to-box et qui, notre palette à son jeu, c'est qui marque des buts. Maintenant, au niveau de la ligne d'attaque, il y a Wassou Patient, qui est carrément le faux follet de cette équipe. Mais buteur de Coton Sport en championnat, il sera accompagné de Swaibou. Maintenant, entre Wassou Patient et Swaibou dans le 4-3-3, on ne sait pas si ça sera Chamdou, transfert de Ding Sport de la Leke, ou alors Donfak International A', qui vient aussi de Ding Sport de la Leke. Mais à l'exception de ces deux joueurs, de ces deux doutes, je crois que Coton Sport aura pratiquement le même groupe, le groupe qu'on a vu en championnat, le groupe qu'on a vu lors des 2 matchs de la Ligue des Champions. Alors, un mot rapide sur la formation de Bamboutos de Bouddha, dont on n'a pas beaucoup d'informations puisque le groupe est resté fermé. Les dirigeants ont décidé de ne pas donner d'informations. On peut voir ce 11 probable de Bamboutos avec 3 inconnus. Sur ceux qui peuvent entrer dans ce 11, il y a bien sûr Niobé, l'ancien avion qui peut jouer comme milieu défensif devant la défense, mais on peut remarquer que Bamboutos va poser des problèmes puisqu'elle n'a pas d'identité fixe. Dans tous les cas, vous pouvez voir que le public est bien installé, les supporters des deux équipes sont déjà dans les gradins, le stade se remplit au fur et à mesure. On attend près de 40 000 spectateurs pour cette finale qui s'annonce bouillante. Depuis le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, Marc Chouamo, Billy Houto, Augustin Fossi, Michel Foucault pour Canada International. À Marc Lionel Chouamon qui était du côté du stade Omnisport Amadou Ahidjo pour cette mise en bouche, on va dire ainsi, avec déjà l'ambiance qui règne du côté du stade Omnisport Amadou Ahidjo, la finale qui sera présidée donc d'un moment à l'autre par le Premier ministre chef du gouvernement, John Ngouté. On revient sur ce plateau, on évoquait Amadou Ali, l'homme et ses œuvres. Simon a commencé à brosser un peu. Amadou Ali, vous particulièrement, vous l'avez côtoyé, vous étiez même très proche de lui. 38 ans aux affaires, on va dire toute une vie, ministre.
de la République. Je voudrais quand même ici éviter une considération qui pourrait prêter à confusion. La proximité avec Ali n'est pas forcément ce qu'il faut mettre en exergue, parce que j'ai jamais été son collaborateur, je ne suis pas familier de lui. Il y a eu des moments dans la vie en tant que leader de la société civile sur les questions de droits de l'homme. Nous avons eu affaire à nous côtoyer, si on peut parler en ces termes-là, c'est avec la permission de notre spécialiste de la grammaire ici, mon ami Soulé. Mais ce n'était pas un ami, fondamentalement. Donc avec le père Amadou Ali, on a gardé des relations assez bonnes de respect. J'ai ce que j'apprécie chez lui et ce que j'ai jamais toléré et accepté chez lui, ce qui est important de le rappeler. Il faut noter que c'est quand même pendant les 10 années où il a été au ministre de la Justice, parce qu'il faut noter que la question des droits de l'homme se gère au ministère de la Justice. Il faut aussi rappeler que c'est sous lui que, parce que la charge était très forte, éventuellement, qu'il a fallu éclater ce ministère, trouver un ministère délégué dans lequel on devait loger effectivement les questions liées aux droits de l'homme et consorts, avec toute la grande direction des droits de l'homme. Je l'ai connu dans ce cadre-là, où justement, chaque fois à Genève, le Cameroun était pris à partie par la société civile. Il y avait une logique fonctionnelle et bureaucratique de conception des rapports ou alors de présentation de la situation des droits de l'homme qui faisait devant les organes de traité au niveau des Nations Unies et au niveau de la Commission des droits de l'homme, devenu Conseil des droits de l'homme. Et chaque fois, naturellement, la délégation gouvernementale avait mal à partir avec la délégation de la société civile camerounaise. Et donc, les gens ont cru qu'il fallait conflictualiser et entretenir cette posture de conflit permanent, parce que justement, ce conflit n'était pas de nature à embellir l'image du Cameroun, dans la mesure où chaque fois les rapports du Cameroun étaient battus en brèche avec des arguments et des faits que nous documentions sur le Cameroun, et la partie gouvernementale n'était pas capable de pouvoir apporter. Ça s'est passé sur Amadou Ali, parce que nous sommes... Oui, c'est très important. Et ses œuvres... oui, nous sommes sur Amadou Ali. C'est lui qui se rend compte qu'à la réalité, cette posture qu'avaient les plénipotentiaires du Cameroun n'était pas la bonne par rapport à la question des droits de l'homme. Il fallait qu'ils nous rencontrent. Donc ma première rencontre avec Ali se passe même dans ce cadre-là, puisqu'il demande à me rencontrer, avec Madame Afité, Madeleine Afité de la CAT à l'époque. Et donc, du coup, il y a eu un changement de paradigme, qui est celui de la coopération. Et je pense que c'est sous lui, et ensuite renforcé par un certain magistrat qui paie à son âme, qui est parti du CRIBI, M. Maouvé, le docteur Maouvé, ils ont travaillé pour que la relation entre la société civile et la partie gouvernementale travaillant sur les droits de l'homme soit désormais une relation de respect et non une relation de combat, de conflit et d'opposition. Et donc, ça s'est passé au Cameroun et ça se passe au niveau des mécanismes internationaux. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre à l'actif d'Ali. Parce que le Cameroun, en tant qu'État, ne sortait pas grandi de cette posture où il fallait chaque fois essayer de neutraliser la société civile. Et ça, c'est très important parce que cette tradition est restée. Aujourd'hui, au ministère de la Justice, je pense, même si j'y suis plus tout le temps, au regard d'un certain nombre d'autres activités que j'ai à l'international, je sais que la tradition de partenariat avec la société civile sur la question des rapports, sur la question de l'EPU, c'est-à-dire l'examen périodique universel, est restée. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre à l'actif d'Amadou Ali, qui est un sphinx comme l'autre. Il savait que, il faut maintenir l'État dans son image propre, même s'il faut rester dur à la réalité. Mais simplement, quand j'ai fini de dire ça, puisqu'on a eu plusieurs entretiens à ce sujet-là, sur la question des droits de l'homme, sur la question de lecture des droits de l'homme, régulièrement, mais depuis le câble de Wikileaks, bien entendu, je ne pouvais pas admettre qu'on puisse comme ça, et il n'a jamais pensé, c'est vrai qu'il ne communique pas beaucoup officiellement, même si en privé il sait se livrer, mais il n'a jamais cru devoir dire que c'était les Américains avaient dit des conneries. Il n'a pas dit que l'affirmation qui lui était attribuée n'était pas vraie. Et sauf que, justement, ça s'est passé en 2009, relayé par Wikileaks en 2011, mais vous dites qu'il n'a pas dit, effectivement, que c'était faux ou vrai, mais il a quand même nuancé en disant que l'anglais n'était pas sa langue première. Donc, il laissait entendre qu'il y a eu un problème de compréhension. Bon, c'est une façon, c'est un politique. Quand on a 38 ans, 39 ans, 40 ans avec des politiques, et surtout dans un régime comme celui-là, on sait comment habiller ces mots, il sait de quoi il parle. Parce que s'il voulait dire le contraire, il aurait affirmé que non, c'est faux, c'est pas comme ça que j'ai dit.
Il n'a pas dit c'est faux. Il a dit, bon, l'anglais, il a nuancé. Il n'a jamais dit que c'était faux, ce qu'on lui attribuait comme propos de dire qu'un Bamileke ne pouvait pas être au pouvoir et que le Nordiste n'accepterait pas. Il n'a jamais dit que c'était faux. Donc ça veut dire qu'il a assumé cette position, même s'il a voulu se cacher derrière l'histoire de langue. Donc c'est la seule chose que je n'ai pas appréciée chez lui. Sinon, le reste, c'était quand même un homme très très bien et qui a, pendant les 10 années que j'ai connues, c'est-à-dire 2001 à 2011, et il a été quelqu'un, enfin, pas connu, il travaillait avec, dans le même cadre que lui, et connu, rencontré plusieurs fois. Il a été quelqu'un de très très bien et qui a aidé la communauté des droits de l'homme au Cameroun à pouvoir trouver quand même son passage dans la coopération avec le gouvernement du Cameroun, parce qu'il faut nécessairement coopérer si on veut faire bouger la ligne en matière de droits de l'homme. Les droits de l'homme, ça ne se comprennent pas seulement comme des rapports qu'on publie pour condamner le gouvernement, ça se comprend aussi comme cette capacité qu'on peut avoir à convaincre ceux qui tiennent le pouvoir, à écouter, qu'on peut ici faire bouger les lignes et faire avancer la législation, faire avancer un certain nombre de pratiques pour que, effectivement, les droits des citoyens soient mieux respectés. Et ça, Ali savait pouvoir le faire. Alors, sous les 38 ans aux affaires, est-ce que le souvenir que vous pouvez avoir ou alors retenir de ce haut commis de l'État qu'est Amadou Ali, qui a brigué plusieurs postes dans la très haute administration, partant du secrétariat général de la présidence, du ministère de la Défense, secrétariat d'État à la Défense et même garde des Sceaux. Est-ce que pour vous, vous diriez que Amadou Ali a été faucon jusqu'à sa mort? Monsieur Bouba, quand vous dites 38 ans, vous enlevez une bonne partie, n'est-ce pas? Moi, je dirais 61 ans. Parce que 38 ans, vous êtes dans le renouveau. Mais Amadou Ali a été Souaïdjo. C'est pour ça que, apparaît-il, faucon, fossile, dinosaure, cacique, je crois que c'est des prénoms qu'on peut lui donner. Dans mes fiches, M. Amadou Ali est adjoint au préfet, au sous-préfet, au sous-préfet à Kaélé. D'abord en 1961, avant d'entrer à l'école normale à l'ENAM. C'est-à-dire d'abord 61, il est adjoint du sous-préfet de Kaélé. Et naturellement, il a 19 ans à l'époque. C'est en 70 qu'il est sélectionné pour entrer à l'ENAM. Et il ira même en France continuer avant de revenir en 61, 111 et 112. Il est alors adjoint préfectoral en Ngaoundéré. Ça, c'est important. Mais le vrai Amadou Ali est un homme de mission. Un homme que M. Biya a utilisé. Il a usé pour parfois faire des missions les plus sordides. C'est pour ça que je dirais ni Dieu ni diable. Parce que souvenez-vous que après le coup d'État du 6 avril, M. Amadou Ali est nommé en 1984, de 1984 à 1996, CED, chargé de la gendarmerie. Et vous savez, à l'époque, ce qui s'est passé, il a nettoyé. Et quand il a fini de nettoyer, n'est-ce pas, à la solde du M. Biya l'a nommé en 1997 Mindef, poste qu'il occupera jusqu'en 2001. Maintenant, quand certaines personnes ont commencé à faire des grands bruits qui exprimaient des démangeaisons de pouvoir, M. Biya a nommé Amadou Ali en 2001, de 2001 à 2004, ministre de la Justice, garde des Sceaux, voyant qu'il avait du goût et que c'était un homme de pouvoir. Il a porté en 2004 jusqu'en 2011 vice-premier ministre chargé de la justice. Et vous connaissez ce qui s'est passé à cette période. Il y a eu ce qu'on a appelé l'épuration politique, où beaucoup de gens, les Atan Mubara, Oban Alangenawana et bien d'autres ont été capturés et jetés en prison, parfois sans qu'on ait des explications nettes et cohérentes. Et vous savez aussi que Amadou Ali, 2011-2019, il est ministre chargé des relations entre les assemblées. Donc ça fait 34 ans sur le chaudron, M. Bouba. 34, si on n'est pas un homme de mission, si on n'est pas un homme fidèle et loyal, n'est-ce pas, dans ce régime du renouveau, il n'aurait pas tenu. Mais disons aussi une chose, c'est que je ne voudrais pas revenir sur tout ce qu'on a dit sur l'homme,
je crois que Maître Charles, le bâtonnier Charles Tchungang, qui est ici, que je retrouve avec plaisir sur un plateau. Merci Bouba de l'avoir permis. C'est un grand homme qui a beaucoup donné dans l'avocature et dans la défense des libertés de presse et d'expression. Nous l'avons vu à l'œuvre. Donc je voudrais continuer en disant que Amadou Ali est aussi perçu à l'extrême nord et particulièrement dans le département du Mayo-Sava comme un pacificateur. La plupart des personnes que j'ai interrogées m'ont dit que c'était un homme épris de justice. C'est-à-dire que c'était pas un ange, naturellement, c'est pour ça que j'ai dit ni Dieu ni diable. Parce que, vous savez, il y a un gros problème que M. Bien arrive à gérer, qui ressemble étrangement, n'est-ce pas, c'est plus chaud, n'est-ce pas, chez les Arabes, Kotoko, Choua et Bosgoum. Mais dans le Mayo-Sava, il y a les Kirdis qui ont de sérieux problèmes. Les Podoka, les Moura, les Matal, des peuples qui sont majoritaires, n'est-ce pas, dans le Mayo-Sava, mais qui sont méprisés par l'élite politique mandara, qui les traite des esclaves. C'est un gros problème qui risque qui risque de provoquer un certain nombre de choses chez nous. Et Amadou Ali aimait à dire que les Kirdis et les Mandara sont égaux. Et il a réussi à tenir ce cap, défiant même Talba Mala, qui est, n'est-ce pas, la grande élite des Mandara, mais qui a régulièrement mis en avant les populations Mandara au désavantage, n'est-ce pas, des Kirdis. Permettez, je vais continuer. Amadou Ali, sur ce cas, c'est important. C'est votre première prise de parole, voilà, vous n'avez pas Ali a contribué et également, n'est-ce pas, au vivre ensemble entre chrétiens et musulmans. N'est-ce pas? Amadou Ali est un homme direct d'après les Kirdis parce que qui perdent là un de leurs défenseurs. Et n'oublions pas que lorsqu'il cède, je disais tout à l'heure que c'est un homme de mission, il a contribué à l'éradication, n'est-ce pas, des coupeurs de route, n'est-ce pas, pour les réduire, n'est-ce pas, à leur strict, même comme on dira plus tard, c'est eux, les mêmes coupeurs de route qui vont se transformer en Boko Haram. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des populations du Mayo-Sava, particulièrement, et de l'extrême nord, ils retiennent que Amadou Ali a beaucoup donné dans la pacification, n'est-ce pas, de leurs relations, même si, lui, comme tous les autres, on reviendra tout à l'heure, il n'a pas été un bon pion pour l'éclosion des jeunes. Alors, Maître Charles Tchungang, vous avez côtoyé l'homme. Que doit-on retenir de l'homme qui s'en est allé? Je ferai bien la formule de mon ami Soulé, parce que ni ange, ni démon. Et selon le côté où on se place, on voit toujours que quelle que soit la fonction qu'il a occupée, il a toujours été très efficace. À ce titre, je voulais témoigner côté ange, que j'ai travaillé avec lui lorsque j'étais bâtonnier en exercice. Et c'est sous lui, au demeurant, qu'on verra clore un certain nombre de réformes essentielles, comme le Code de procédure pénale, qui a été une révolution dans notre système judiciaire. C'est sous lui, notamment, que la question, effectivement, des droits de l'homme, qu'il avait confiée à l'époque au ministre Kamto, qui a géré remarquablement ce secteur, puisque nous avons désormais chaque année un rapport de la chancellerie qui règle, n'est-ce pas, ces questions sur le plan national. Et c'est également sous lui que le conflit de Bakassi, n'est-ce pas, va trouver, après Douala Moutomé, n'est-ce pas, la solution, n'est-ce pas, idoine. Je voudrais dire que c'était un homme d'État, il avait la notion d'État chevillée au corps. Et comme a dit Soulé, c'était un homme, effectivement, de mission. Et je crois que le président de la République l'avait bien compris et l'a usé, et parfois, n'est-ce pas, on peut dire qu'on en a abusé parce qu'en fait de compte, qu'il s'agisse du coup d'État, de tentative de coup d'État du 6 avril 1984, il est au cœur, n'est-ce pas, de la gestion des informations qui ont permis, n'est-ce pas, d'abord aux politiques et ensuite à notre armée de reprendre le dessus. J'en dirai pas plus, puisque lui-même, il ne souhaitait pas que l'on en parlât. Amadou Ali aussi, c'est quelqu'un qui avait le sens du contact. Voyez-vous, en tant que bâtonnier en exercice, j'avais tous ces numéros privés.
vous pouvez le contacter à n'importe quelle heure pour n'importe quel problème, vous avez la solution. Quand vous rentrez dans son bureau avec une difficulté, vous en sortiez avec une solution, quel que soit le sens de la décision. Mais vous saviez que voici ce qu'il pense. Je pense que c'est un homme qui a beaucoup donné à notre pays, et pour cela, il faut lui en ségrer. Maintenant, moi, je voulais retenir, vous savez, quand quelqu'un décède, on s'étend en éloge sur ce qu'il est, ce qu'il a fait. Mais je voulais retenir son dernier message. Quel est le dernier message que nous donne Amadou Ali? C'est un message d'humilité. Voyez-vous, lorsqu'il sent la fin venir, il demande à rentrer, n'est-ce pas, espier, n'est-ce pas, au Cameroun. Et malheureusement, c'est la descente de l'avion qu'il va perdre la vie. Mais nous, on aura noté que son protocole d'obsèques a été respecté. Parce qu'il n'a pas souhaité que l'on fît autour de sa personne tous ces bruits qu'on voit tout le temps, avec les décorations post-mortem, des tombes en marbre, etc. Bon, avec des condoléances de telle ou telle personnalité. Il a souhaité, en dehors du cercueil qu'il a ramené, n'est-ce pas, à Yaoundé, il a souhaité que toutes les cérémonies religieuses qu'il a exigées soient faites dans la stricte intimité, dans le respect, n'est-ce pas, des règles en la matière. Vous avez vu ce parterre de ministres autour, n'est-ce pas, de son linceul posé à même le sol. Cela m'a rappelé les obsèques de Jean-Paul II qui avait exigé que son cercueil fût posé, n'est-ce pas, à même le sol dans la basilique de Saint-Paul à Rome. Donc, cet homme a voulu nous renvoyer une image extrêmement forte. Je pars comme je suis venu. Je suis venu dans ce monde sans rien et je repars sans rien. Je crois que c'est un message que beaucoup de nous dirigeants devraient méditer. Parce qu'en définitive, voyez-vous, quand vous regardez notre pays aujourd'hui, tous les débats, voyez-vous, aujourd'hui, les Camerounais n'en disent même plus à se parler. Regardez tout à l'heure mon copanéliste et notre petit frère n'arrivaient pas à s'entendre sur des questions pourtant simples, où deux personnes intelligentes pouvaient s'asseoir autour d'une table et dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, voici ce qu'on doit faire. Je pense que c'est ce que Amadou Ali vous renvoie comme message. Quand vous entendez les débats aujourd'hui dans notre pays, ça tourne autour de quoi? Ça tourne autour, n'est-ce pas, de l'argent, autour du pouvoir et autour du sexe. En fait, le Cameroun est la dernière roue de la carrosse des débats qu'on a aujourd'hui au Cameroun. Et je pense qu'en voyant ce linceul posé à même le sol, ici, à la mosquée, comme, n'est-ce pas, chez lui à Kolofatas, on sent bien que, comme disait l'Ecclésiaste, tout est dérisoire, vanité des vanités, tout est vanité. Et je pense que c'est le message de l'homme que je reçois au moment où il nous quitte. Et on ne peut que souhaiter à sa famille et à tous ses proches, n'est-ce pas, qu'il ait, n'est-ce pas, un grand repos autour, n'est-ce pas, de son Dieu Allah. Alors, je vous propose de suivre également, ça c'est Amadou Ali, l'homme et ses œuvres, la vie de tout un chacun autour de ce plateau. Je vous propose maintenant de suivre aussi la peinture faite par la rédaction de Canal 2 à travers la plume de Rodrigue Tonguet sur l'homme Amadou Ali. Pour certains, c'est l'exécuteur qui s'en est allé. Mais pour d'autres, ce qui est sans doute plus conforme avec la réalité, c'est l'un des principaux bras séculiers du chef de l'État en matière de sécurité, durant 4 décades, qui a tiré sa révérence à l'âge de 79 ans, au bout de tumultes sanitaires l'ayant conduit jusqu'en Occident. Le tout-puissant ex-ministre de la Justice entre 2001 et 2011, qui aura été admis aux distinctions successives de ministre d'État, puis de vice-premier ministre, s'en va laissant le souvenir d'un homme ayant traqué les barons, faisant mauvais commerce avec la fortune publique. La gâchette de l'opération Épervier. Ces méthodes jugées généralement cavalières par ses victimes, que la mainmise supposée au réel de la chancellerie sur les procédures judiciaires, de la phase des arrestations parfois spectaculaires, aux enquêtes préliminaires, de la phase juridico-judiciaire à celle des conditions de détention, avait fini de présenter le menhir de Kolofata comme acharné. Soit acharné de rendre justice, soit d'exécuter absolument la feuille de route de son maître, le chef de l'État, ou encore
acharné de préparer une succession qui lui serait favorable à lui et aux siens à la tête de l'État. La perception changeant selon qu'on soit admirateur ou critique sur la méthode Ali. Sur ce dernier volet d'ailleurs, un câble de Wikileaks révélait en 2011 que l'administrateur civil hors échelle au gouvernement entre 1983 et 2019 était attaché à un retour du pouvoir au Grand Nord après Paul Biya, sans transit par le Grand Ouest ou la côte. Kanuri Dumayo Sava est francophone. Ali avait nié publiquement avoir fait cette confidence à un ex-ambassadeur des États-Unis à Yaoundé, évoquant son anglais approximatif. Sur un autre pan, bourreau des éperviables, un ex-secrétaire général du Palais de l'Unité, détenu en Kondengui, qui lui écrivait une lettre ouverte, n'est pas loin de le présenter comme un justicier, un épurateur. Mais pour le chef de l'État, Amadou Ali aura été sans doute un serviteur loyal, humble, disponible et surtout intègre. Et aussi la conduite du dossier Bakassi, qui connut, comme on le sait, un dénouement heureux. Alors, on revient sur le deuxième palier maintenant, Amadou Ali, l'homme qui était à la gâchette, l'exécuteur, l'homme des basses besognes. Bref, c'est lui qui a conduit de main de maître l'opération Épervier. Oui, l'opération Épervier, je l'ai annoncé dans mon premier propos, était la conséquence d'une exaspération même de la corruption au Cameroun. J'ai bien rappelé qu'en 2001 déjà, le Cameroun, par certaines ONG, était classé premier pays le plus corrompu, et donc il fallait des mesures fortes. Donc justement, il a fallu bien qu'il y ait quelqu'un d'assez fort pour exécuter les hautes instructions du président de la République afin de pouvoir systématiquement assainir la morale publique et lutter efficacement contre la prévarication. Donc ceux qui parlent d'épuration politique, j'ai parfois du mal à le comprendre, parce que justement toutes ces personnes qui ont été comptables ou du moins qui ont été clients, appelons ça comme ça, l'opération Épervier, étaient du RDPC, et justement ils n'ont jamais manifesté d'une manière ou d'une autre l'envie de succéder ou quoi que ce soit. Je crois qu'en 2011, lorsqu'on fait notre congrès, il y a eu des élections. Je crois qu'il y a eu 2 candidats qui se sont présentés. Ces personnes, certains étaient là, mais ils n'ont jamais voulu concourir. Donc ce n'est pas après qu'ils soient arrêtés pour des faits de malversation financière ou de braderie de la fortune publique qu'on veuille bien leur donner ici une teinture d'homme politique. Je crois que cette opération était une opération d'assainissement et de protection de la fortune publique, et non qu'une opération politique. Je reste donc convaincu que le camarade Amadou Ali a bien mené sa mission, et justement les résultats ne sont pas fait attendre. On a très bien vu que sur le plan de la corruption, un certain nombre nous avons reculé. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes 41e. J'ai regardé le classement aujourd'hui. Je crois qu'avec les mesures qu'il a mis en place, et je crois que le Cameroun se porte du moins à reculer de la zone rouge de la corruption. Donc je pense donc qu'on devrait saluer ce travail qu'il a mené aux côtés du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Alors, M. Bâtonnier, vous étiez bâtonnier à cette époque-là, cette grande époque de l'opération Épervier. Avec beaucoup de recul, quelques années plus tard, peut-on parler d'une opération d'épuration politique ou alors opération main propre, conduite de main de maître par Amadou Ali, que d'aucuns d'ailleurs attribuaient des règlements de compte sous sa bannière à travers le chef de l'État? Écoutez, lorsque cette opération a démarré, nous étions tous, n'est-ce pas, d'accord que cette opération vit le jour. Mais lorsque nous avons vu la manière dont cette opération a été menée, nous avons été les premiers sceptiques. Et lui et moi, nous en parlions, n'est-ce pas?
Mais il disait il y a le droit d'un côté, mais de l'autre côté il y a le politique. Et que le politique c'est lui. Donc parce qu'en fait, lorsque vous lancez une opération de lutte contre la corruption, il faut que les prémices soient très claires. Voyez-vous, si on avait voulu effectivement s'attaquer à ce fléau qui mine notre système politique et notre système économique, on aurait tout simplement, dans un premier temps, appliqué l'article 66 de la Constitution. Parce que quand vous êtes dans un système économique où, n'est-ce pas, les plus grands fortunés de la République sont des fonctionnaires, on peut s'interroger sur leur production réelle et sur l'origine, n'est-ce pas, de leurs revenus. La question est que les journalistes ont qualifié cette opération d'opération épervier. Pourquoi? Vous savez, les rangs l'épervier, il vole, il va dans une cour, il y a des petits poussins qui se baladent, et quand il plonge, il en choisit un ou deux et il part. C'est ça l'opération épervier. C'est l'idée. C'est cette métaphore que les journalistes ont voulu faire passer dans l'opinion. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est un chasseur qui choisit ses proies. Ce ne sont pas tous les corrompus qui sont pris. Donc on a bien noté qu'au sommet de l'État, un certain nombre de hauts cadres, n'est-ce pas, du pays avaient été embastillés. Souvenez-vous de l'affaire de Titu Edzoa, Thierry Atarana. Souvenez-vous de ce câble où on entendait Amadou Ali discuter pour dire mais on va sortir un premier dossier, n'est-ce pas, on a la décision, s'il relève la tête, on reprend un second dossier, etc. On ne peut pas considérer qu'une telle démarche soit une démarche de transparence et de lutte, n'est-ce pas, contre la corruption. Donc, deuxième chose sur laquelle lui et moi on avait discuté, c'est sur le résultat de cette opération épervier. Si tant est que l'objet de cette opération était de combattre la corruption, il fallait ramener également le fruit des condamnations pécuniaires, n'est-ce pas, vis-à-vis, n'est-ce pas, de ceux qui avaient été condamnés. Qu'est-ce que nous avons observé? Nous avons observé que dans un premier temps, l'État ne faisait aucun effort pour recouvrer les sommes pour lesquelles les gens étaient condamnés, mais bien plus, les budgets dégagés pour mener cette opération étaient largement supérieurs, n'est-ce pas, aux fonds récupérés. Lorsque l'opinion publique s'est accaparée, n'est-ce pas, de cette critique, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une réforme qui a consisté à diviser les Camerounais, à rendre l'accès à la justice inégalitaire et inéquitable. On a indiqué que ceux qui détournent moins de 50 millions vont continuer à répondre, n'est-ce pas, à vie de ces détournements devant le tribunal de grande instance, et ceux qui détournent au-delà de 50 millions pourraient avoir les faveurs de la loi s'ils remboursaient, n'est-ce pas, l'objet, n'est-ce pas, du délit. Ce qui a créé au Cameroun, face à la justice, deux catégories de détourneurs de deniers publics. Les uns qui ont picoré un peu moins de 50 millions, les autres qui ont pris plus de 50 millions. Quel était le message? Le message était de dire aux Camerounais, plus vous détournez, plus vous épargnez, le jour où on vous attrape, si vous remboursez le montant, arrêtez. Parce que parfois c'est arrêté d'un commun accord entre la poursuite et la défense. Si vous remboursez ce montant convenu, on vous libère. Donc, ce qui a donné un goût très amer à cette opération et qui fait qu'aujourd'hui, au résultat, au plan politique, ceux qui crient à la vengeance politique, à la percussion politique, ils n'ont pas complètement tort. Mais ceux aussi qui disent qu'il y a une égalité des citoyens devant la loi et devant la justice, ils ont entièrement raison. Donc, moi, je ne suis pas certain que l'on puisse dire que cette opération a été efficace. Puisqu'aujourd'hui, on se rend compte que ceux qui prennent beaucoup de liberté, n'est-ce pas, avec les deniers publics, n'est-ce pas, roulent carrosse et, n'est-ce pas, sont au devant de la scène. Donc il y a là quelque chose qu'il faut revoir, n'est-ce pas, dans ses fondements pour pouvoir en tirer les conséquences. Je ne suis pas sûr que le classement que vous évoquez soit le bon. Moi, je pense qu'une analyse, n'est-ce pas, d'un cabinet indépendant aujourd'hui montrerait que depuis, notre situation s'est aggravée. Si nous voulons bien regarder notre pays tel qu'il est. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Camerounais ne sont plus capables de regarder leur pays et de dire quelle image ils renvoient, n'est-ce pas, à l'opinion. Docteur Hilaire Kamga, sur l'opération épervier, vous avez le sentiment que c'était le politique qui agissait, c'était l'homme d'État, ou alors c'était simplement le droit à l'application stricto sensu de la loi? Non, je crois que, tout en faisant mienne les arguments ainsi, tout qui vient d'être développé à pratiquement 100% par Maître Charles Tchunga, qui est toujours un plaisir d'être avec lui, c'est un que je connais depuis 30 ans.
il faut dire une chose. Sur ce plan précis, j'ai eu un entretien avec Paix à son âme, M. Ali. Lorsque nous avons publié, sous ma houlette, à l'accompagnement du cardinal Toumi, on a publié l'offre orange pour la terre, où tout un chapitre est accordé à l'opération Épervier. Et donc la conclusion du chapitre, justement, est celle de dire que c'était une opération de tout sauf de lutte contre la corruption, c'est une opération essentiellement politique, pour régler un peu les questions posées par les micro-entités systémiques mises en place par M. Biapol, pour empêcher, qui ne devrait pas l'empêcher d'atteindre son objectif de longévité au pouvoir, à la réalité. Donc c'était de ça qu'il est la question. Et, M. Ali, je crois que M. Ali avait pour mission de mettre en œuvre cette stratégie politique et pas cette stratégie juridique. Je crois que ça tombe d'ailleurs bien à un moment précis, parce que lorsqu'on vient ajouter le ministère délégué, le segment délégué dans son ministère après son arrivée, je crois qu'il y a une volonté de mettre des gens qui vont gérer la question de droit pur là, et quelqu'un qui va gérer autre chose. Parce que lui doit être occupé à des choses plus compliquées qui relèvent d'autres choses. Et naturellement, l'opération Épervier, qui vise à éliminer des concurrents politiques, doit être gérée par quelqu'un qui a un autre. Et donc, pendant ce temps, il ne faut pas que cette affaire occupe tellement le ministre qu'il n'y ait pas que les affaires judiciaires classiques soient abandonnées, d'où le ministère délégué. Et donc, je reviens sur Ali pour dire la rencontre qu'on a avec lui, parce qu'il me pose la question, puisque je lui ai fait tenir l'exemplaire de l'ouvrage. Comme à tous les autres membres du gouvernement, le RDPC lui-même en a acheté une centaine d'ouvrages officiellement. Ils ont acheté 100 au Forange. Hein, mais lui, Ali, je lui ai fait tenir son exemplaire, et il me fait convoquer pour nous. Tu crois vraiment ce que tu as dit là J'ai dit, c'est pas moi qui ai dit, c'est ce que nous avons dit dans ce livre. Il dit, bon, vous avez votre façon de regarder, nous on a notre façon. Et je lui ai posé la question de savoir, à la réalité, si l'opération est autant intéressante, moi je crois que vous devez avoir beaucoup de travail à faire. Parce que si on veut mener vraiment cette lutte-là de cette manière, le commissaire même qui va commencer pour les opérations dans la phase d'enquête préliminaire à la réalité, la collecte d'informations, si on commence l'enquête sur lui le matin, on arrive le soir, il me semble que peut-être lui sera un bon client. Le juge d'instruction, peut-être à qui est confié ça, si on enquête sur lui pour beaucoup de juges d'instruction, du matin, avant d'arriver à 18h, il sera un client, il va être derrière, pour beaucoup. Parce que, et je lui ai dit, donc du coup, toute la chaîne est pourrie. Vous ne pouvez pas choisir quelques-uns pour mettre. Et comme l'a dit le maître Charles Tchunga, j'ai mis sur la table la question de l'article 106 pour dire, mais parce que lui, il m'a dit, il faut commencer par ceux qui sont en haut, les autres en bas, ils vont suivre par là. Il dit, s'il fallait commencer en haut, peut-être il faut commencer par le boss. Bon, il va te dire que devant lui, je ne pouvais pas dire par M. Biapol. Mais moi, je voulais lui dire qu'il faut commencer par M. Biapol. Et il dit non, la justice a son temps. Il faut laisser que les choses aillent comme... vraiment, vous êtes libre d'écrire, il n'y a pas de problème. Je voulais juste savoir si vous y pensez vraiment. Et donc, cette façon de relativiser des faits extrêmement poignants que je mettais sur... Je comprenais que l'homme n'avait rien à faire avec cette question de justice par rapport à l'opération Épervier. Il avait quelque chose à faire avec autre chose. Et cette autre chose ne pouvait pas être quelque chose d'autre que le règlement de compte politique, puisque les arguments que je lui présentais, et qui sont encore valables aujourd'hui, étaient des arguments imparables. N'en déplaise à mon ami, il le sait très bien qu'aujourd'hui, ceux qui ont publié pour revenir à ce qu'il vient de dire, là, ceux qui ont publié ces classements à la réalité, quand on fait une enquête sur ces mêmes organisations, on va trouver que leur rapport avec le pouvoir a effectivement changé beaucoup depuis qu'ils ont publié le premier rapport. Donc du coup, il y a eu des bureaux au Cameroun très très faits et tout, nos rapports ont changé. Et quand les rapports changent, ça veut dire qu'il y a une certaine coopération qui ne vous met plus dans une position d'aisance susceptible de vous permettre de collecter des données de manière objective. Donc du coup, je ne peux plus faire confiance aux rapports de Transparency International sur le Cameroun par rapport à cela. Peut-être sur d'autres pays, oui, mais pas sur le Cameroun. Donc du coup, et M. Charles Tchunga a raison de le dire, parce que moi j'ai coordonné la dernière étude publiée en 2019 sur le système judiciaire au Cameroun et qui a été rendu public avec la présence justement du ministère de la Justice. Ali n'était plus là, c'est M. Momo qui a assisté à la présentation, mais cette étude nationale montre encore le fait de corruption qui est devenu encore plus grand dans le système judiciaire au Cameroun, malgré le fait qu'on ait des meilleurs magistrats, parce que nous on en a formé plusieurs qui sont très bien, mais malgré le fait qu'il y ait des bons magistrats au Cameroun, qu'il y ait des bons officiers
Et la question de l'article 106. Il faut que celui qui est en haut, lui-même, montre qu'il n'a rien à se reprocher. Et moi, je suis de ceux qui pensent que M. Biapol peut même justifier ses biens à la réalité. Parce que si on a fait 40 ans de service, même cette fois, l'émission seule pourrait lui donner tout ce qu'il a comme bien. Donc, il pouvait le faire. Mais comme il incarne un système qui est assis sur la corruption globale, s'il le fait, il va déclencher un tsunami qui va renverser son propre régime. Donc, M. Biapol n'a pas cru devoir déclarer ses biens en 1997, en 2004, en 2011, 2018 et jusqu'aux dernières élections. Ça fait 5 fois qu'il ne le fait pas et c'est une violation des dispositions de l'article 106. Et donc, s'il ne le fait pas, aucun de ses ministres doit le faire, le fera. Et donc, il n'y a pas une volonté à travers l'opération Épervier de lutter contre la corruption, parce qu'effectivement, si on adresse la corruption et la prévarication sont consubstantielles à la pérennisation du système politique et au maintien de M. Biya au pouvoir. Donc, s'attaquer à ce mal-là de manière fondamentale ferait que le système tombe immédiatement. Et ce que M. Metsunga a dit tout à l'heure sur les 50 millions, nous l'avions dit en rappelant qu'il faut dire chaque chose par son nom. M. Biapol, pour montrer qu'il ne luttait pas contre la corruption, a installé une prime au vol, aux grands voleurs. C'est-à-dire que, dans son régime, il faut faire tout pour voler plus de 50 millions. Et il a réussi quelque chose à encadrer légalement. C'est-à-dire encadrer légalement la prime au vol. Pas aux petits voleurs, mais aux grands voleurs. Si vous volez moins de 50 millions, vous ne faites plus partie de la caste, c'est-à-dire de la mafia, et vous n'êtes pas un homme normal. Vous allez rester, aller prendre vos 20 ans de prison quelque part, puisque ce sera du vol aggravé, au-delà de 500 000 francs, c'est ça. Mais entre 500 000 francs et 49 999 000, vous êtes un mauvais voleur et vous ne pouvez pas appartenir au système. Et plus de 50 millions, vous êtes un bon voleur. Vous mettez comme il a dit tout à l'heure, vous pouvez me placer votre argent, ça rapporte l'argent. Le jour où on vous attrape, vous donnez le nominal et puis le principal, et puis il n'y a pas de problème. Donc on ne peut pas avoir installé une prime au vol, faire une loi pour essayer d'encadrer cette prime au vol et prétendre qu'on a même l'envie un seul jour de lutter contre la corruption. C'est faux, ça. Il faut que les Camerounais le comprennent. Outre l'opération Épervier, on retient quand même d'Amadou Ali, à travers les multiples fonctions qu'il a eu à occuper, c'était un homme suffisamment informé pour avoir été au secrétaire d'État à la Défense, au ministère même de la Défense, et même qui a participé à l'affaire Bakassi. Mais la plus grosse insolite qu'on retient de ce haut commis de l'État, c'est cette histoire d'aller déterrer des tombes à la recherche des armes qui devraient servir à un coup d'État. Oui, vous savez que, comme je l'ai dit, tout en applaudissant le fait que Amadou Ali a contribué à l'épanouissement, n'est-ce pas, des peuples kirdi dans le Mayo Sava. Ça, c'était son côté Dieu ou ange. Mais dans le côté diable, Amadou Ali, c'était un homme incontrôlable. Et je voudrais quand même dire que tout à l'heure, quand j'ai déroulé un peu, on a oublié son passage au secrétariat général de la présidence de la République, où il allait prendre, n'est-ce pas, les éléments pour faire la mission. Donc, cette histoire de déterrer ou alors aller chercher, fouiller les armes dans les tombes, c'est pas... En fait, ça fait partie de la mission qu'on lui a demandé de faire. Donc, ça fait partie des câbles Wikileaks, c'est ça. Ça fait partie de l'opération Épervier, ça fait partie de bien d'autres choses, de la lutte contre les coupeurs de route. Donc tout cela, en réalité, c'est un package. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec le ministre Chiroma tout à l'heure, qui disait que c'est une encyclopédie. Dans une encyclopédie, on trouve un peu de tout. Et j'ai aussi beaucoup apprécié le papier de Rodrigue Tongué, qui parle d'un exécuteur, n'est-ce pas? Très peu de... Un jour, pour ne rien vous cacher, Martin Bangangele avait envoyé, n'est-ce pas, des policiers armés pour aller chercher les armes chez un des parents de Marafa Amidou Yaya qui était en prison. Ça veut dire qu'en réalité, il y a un certain nombre de choses qu'on s'organise à faire, peut-être parce qu'à un moment donné, les hautes instructions ont débordé ou alors. Mais ce qui est à retenir, c'est que quand on regarde Amadou Ali au ministère de la Justice,
et que ces pouvoirs soient renforcés avec n'est-ce pas, la fonction de vice-premier ministre, on se rend compte qu'à un moment donné, il a voulu trop bien faire pour contenter celui, le grand chef qu'il a envoyé en mission. Mais nous pensons que... Moi, je voudrais revenir un peu sur l'opération Épervier. Si l'opération Épervier était pensée, on aurait fait un bilan. À ce jour, on ne sait pas ce qui s'est passé. Pourquoi on a arrêté les gens? Je vous invite à lire la lettre de Jean-Marie Atangamouara, le ministre Jean Atangamouara, à Amadou Ali, n'est-ce pas? C'est contenu dans son ouvrage, lettre d'ailleurs, où il parle du dévoilement, ou alors des dévoilements préliminaires d'une prise de l'épervier au Cameroun. Pour démontrer que, vous savez, avec l'histoire des émeutes de la faim en 2008, en février 2008, desquelles s'est enchaînée, n'est-ce pas, une opération d'arrestation à tout vent, parce qu'en fait, c'est des arrestations à tout vent. On ne sait pas, sans fondement, de ces 4 matins, on se lève, on dit on a arrêté tel. Et comme le peuple voulait du sang, et comme le peuple en avait besoin, en ce moment-là, on a préparé la modification constitutionnelle parce qu'on a fait sauter le verrou de la limitation des mandats et les autres sont allés en prison. Je voulais dire une chose, Bouba. En fait, l'opération Épervier est créée pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui expriment des démangeaisons de pouvoir. Amadou Ali, lui, dit qu'il n'est pas là, il n'est même pas prêt à succéder à M. Biya. Mais de l'autre côté, les gars savent une chose, c'est qu'en 2011, le seul Camerounais disqualifié à être candidat à la présidence de la République, c'est M. Biya. Parce qu'il arrivait au terme de son 2e mandat de 7 ans. Or, il en avait encore besoin, et du coup, l'autre mission d'Amadou Ali de nettoyer tout ce qui exprimait les démangeaisons de pouvoir. C'est pour ça que vous allez voir une opération sans tête ni queue, mais qui arrive quand même à prendre des gens comme ça là, sans justifier de quoi que ce soit, sans avoir été jugés. Et juste aujourd'hui, il y en a qui ne sont même pas jugés. Je crois que le bâtonnier est là, c'est lui le maître de l'avocature, pour nous dire que le côté sombre d'Amadou Ali a été celui-là. Et puis, il faut quand même dire qu'à un moment donné, l'exécuteur a été exécuté. Parce que lorsque Kavaï a dit « les Boko Haram sont parmi nous », on a le sentiment que l'homme de Kolofata, qui partage une longue frontière avec le Nigeria et le Tchad, était visé. Il y a eu l'enlèvement de madame, sa femme, et vous savez, ces deux choses qui se sont enchaînées ont affaibli grandement l'homme jusqu'à ce que la mort en arrive. C'est pour dire que, Bouba, en réalité, chercher les armes dans les cimetières, comment a-t-il fait pour le savoir? Boko Haram, arrestation tous azimuts, sans qu'on ait pu indiquer les reproches qu'on faisait aux uns aux autres, d'autant que c'est quand ces gars étaient épinglés et naturellement mis au frais qu'on a commencé à rassembler certains éléments de preuve. Pour dire, en tout cas, il est difficile pour nous de dire ce qu'il cherchait, mais lui, il cherchait les armes. En a-t-il trouvé? On ne sait pas. Simon, sur l'alternance, Amadou Ali s'en est allé. On regarde quand même toujours parmi vos camarades du parti, le RDPC, ceux qui tiennent cette partie du pays, notamment dans la région de l'extrême nord. Il y a l'honorable Kavaïeke qui est toujours là également, qui forcément n'était pas toujours en odeur de sainteté avec l'illustre disparu. Mais est-ce qu'on peut espérer à une émergence, on va dire, d'une espèce de renouvellement de la classe politique, parce que les autres sont beaucoup plus considérés comme des conservateurs et empêchant parfois aux jeunes de pouvoir émerger? Oui, Bouba, je voudrais, avant de répondre à votre question, revenir un tout petit peu sur un certain nombre de choses qui ont été dites sur ce plateau, notamment la question qui voulait
d'une manière subtiline, jeter le doute sur la probité morale même du président de la République, son Excellence Paul Biya. Je crois que le président, c'est quelqu'un qui a une parfaite gestion du pays et déjà c'est quelqu'un qui est d'une exemplarité hors pair. Je voulais dire ceci. Je voulais dire que même sur le plan international, un certain nombre d'enquêtes ont été menées sur les fortunes des présidents africains, ainsi de suite, sur les biens mal acquis, Panorama Papers, ainsi de suite. À aucun moment, il n'a jamais été cité le nom du président de la République. Donc, les Camerounais peuvent lui faire confiance d'une manière aveugle. C'est quelqu'un qui a une probité morale hors pair. Et d'ailleurs, il faut noter que dès même le début de son magistère, il a toujours été focus sur son diptyque rigueur et moralisation. Donc, c'est même également dans cette même lignée que cette opération épervier a été menée. Donc, il ne faut pas penser que ici c'était quelque chose, une épuration politique. Revenant donc à votre question, il faut noter que comment est-ce qu'on exprime ces velléités de challenger le président de la République ou du moins le président national? C'est lors d'un congrès. Lors des congrès, nous avons eu un congrès en 2011 et vous savez très bien qu'il y a eu élection entre le candidat Paul Biya et le candidat Zengele et vous connaissez le score. Donc certaines de ces personnes étaient là, ils auraient pu le faire. On ne peut pas penser que, surtout que la prise de pouvoir au Cameroun se fait par des mécanismes que vous connaissez, c'est par élection. Donc il faut d'abord au niveau préliminaire, au sein du parti, challenger l'autre candidat afin de pouvoir se présenter comme tel. Donc, on ne peut donc pas dire que par des mécanismes distraits, on peut être une potentielle menace politique pour le candidat en place juste parce qu'on a des démêlés judiciaires. Non. Il faut qu'on sache que ceux qui ont été arrêtés, c'est des prisonniers de délits de droit commun. Maintenant, revenons donc à notre question. Juste 30 secondes pour justement répondre à votre question. Je voudrais dire que le parti se renouvelle de façon perpétuelle. Et vous avez très bien couvert les renouvellements des organes de base. Donc il y a un renouvellement de notre classe politique qui se fait perpétuellement. Mais cela ne change en rien le fait qu'il y a des aînés qui ont de l'expérience, des aînés comme Amadou Ali qui nous quittent. Et donc forcément il y aura un vide, mais il y a un renouvellement perpétuel de la classe politique de ce côté-là, à l'extrême nord. Alors, Hilaire Kanga, sur le renouvellement de la classe politique après le départ d'Amadou Ali. Oui, mais ça c'est... la classe politique, ça se renouvelle déjà. Il y a qu'on est arrivé au grand soir, il faut le dire, pour prendre les termes d'un de vos panélistes qui aime bien cette expression de plus en plus, Jean Robert, que je voudrais bien citer, parce qu'on n'aime pas trop citer les contemporains dans ce pays, lorsque je ne m'approprie pas des concepts des autres. Ça. Donc, le grand soir est arrivé, c'est pas la mort d'Ali qui vient nous dire que c'est en train d'arriver. Souley nous rappelait ainsi tout à l'heure que celui qui est parti, il a 79 ans, je crois, à 19 ans, il avait son premier poste. Dans le Forum, nous avons fait un tableau de toutes ces personnes-là, et aujourd'hui, la plupart, ils sont 80 ans à la réalité, et ils sont en train de partir, et c'est normal qu'ils partent, c'est comme ça la vie, c'est comme ça. Et voyez-vous, on est en train de jouer une finale de la Coupe du Cameroun, il y avait une tradition, dans toutes les républiques, il y a une tradition républicaine, de celle d'une finale présidée par le président de la République. Et aujourd'hui, il ne peut pas y être. Bon, peut-être vous avez fait les médias ne vont pas beaucoup en parler parce que il vous a été demandé peut-être de le faire, mais bon, c'est quand même un sujet important de rappeler que il n'en est plus en capacité de pouvoir être là pendant 90 minutes comme ça. C'est ça qui est la vérité, il faut le dire comme ça. Et donc M. Biya, prisonnier de lui-même, prisonnier des autres, doit comprendre que cette fin de règne est arrivée et il s'organise lui-même pour laisser que les choses se passent au moins dans la paix. Parce que ces hommes, ils vont partir, c'est normal qu'ils partent. Aujourd'hui, vous avez des spectacles extraordinaires qu'on nous livre aujourd'hui. Lui, toute honte, vous prenez l'avion, on vous sort une vidéo, les amis, ils vous disent, attends, on montre au président du Sénat, à peine en train de pouvoir déambuler, je ne sais pas comment il fait pour se retrouver même au perchoir de son affaire. C'est compliqué pour lui. Vous trouvez un président de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée nationale qui à peine vous sort un morceau qui forcément va être enregistré dans bientôt. Et que ce discours, c'est compliqué tout ça. C'est des gens qui, à la réalité, ont droit au repos. Ils devaient se reposer. Parce que le renouvellement, c'est pas... Ali, au moins, s'il a pris du temps pour peut-être quelques 2 ans là ou 3 ans, c'était quand même qu'il se mette un peu hors. Mais tous les autres, c'est un problème. C'est un problème. Le renouvellement doit se faire
Le RDPC doit déjà prendre conscience du fait que c'est fini avec, à l'intérieur pour eux. Les autres aussi en face doivent s'organiser pour savoir qu'il faut une transition politique. Et pour chuter Bouba, il ne faudrait pas que votre téléspectateur estime que nous avons dit sur le plateau, on avait posé un problème de probité morale de M. Biya-Paul. Non, pas du tout, je dois clarifier ça. Non, mon cher ami, je n'ai pas dit ça. J'ai dit justement que le paradoxe Biya en l'espèce, c'est de dire que lui peut justifier, il a même créé une société d'Anada à un moment donné, hein, je ne sais pas comment ça a prospéré ou pas, il peut même justifier ses biens pour dire, bon, ok, si j'ai quelque chose à Baden-Baden ou à Paris, ça coûte tel nombre, 500 000 euros, donc je vais plus produire cela en autant d'années que j'ai gouverné, parce que ne serait-ce que pour mes frais de mission, il peut même justifier cela. Mais pourquoi est-ce que lui, c'est ce que nous disons justement, pourquoi il décide, président de la République, de violer la Constitution, parce qu'il ne déclare pas ses biens? Parce que s'il les avait déclarés, ça obligerait l'ensemble des gens qu'il nomme à déclarer les leurs. On ne verrait pas les immeubles pousser dans cette ville. Vous savez ce que l'ancien président, l'ancien ambassadeur des États-Unis avait dit à M. Biya lorsqu'il inaugurait l'ambassade à la rue Rosa Parks. Il lui a dit, Monsieur le Président, qui sont mes voisins, mes si riches voisins? Parce qu'une enquête menée dans ce quartier-là a montré que près de 72% des détenteurs de ces maisons, dont le plus petit, c'est-à-dire le plus petit budget, c'est au moins 150 millions de francs, tous étaient des fonctionnaires à la réalité. Étaient des fonctionnaires. Et donc on lui posait la question, qui sont-ils? Comment les fonctionnaires peuvent réussir à avoir des maisons de 400 millions, 500 millions, remplies dans un quartier qu'on appelle Goff, et ils sont comme ça là. Ils font comment? À la réalité, point salaire. Et donc c'était l'illustration du problème. M. Biya-Paul était présent. C'est à lui que la question a été posée de manière directe, parce qu'il y avait une information. Et c'est ça qui est la vérité dans l'ensemble des grandes villes du Cameroun, Douala et Yaoundé. C'est les fonctionnaires qui ont les plus grandes maisons. Malgré ce que les ministres assez intelligents comme le ministre des Finances vont faire pour se battre, ils ne trouveront rien du tout. Ok, d'accord. Sur la reprise en main des choses, des jeunes aux dents bien longues dans cette partie du pays, on peut s'attendre à une émergence d'une nouvelle classe politique au sein même du RDPC. Non, ça va être très difficile. Ne rêvons pas. Le système RDPC est aujourd'hui pris en otage par des gérontocrates qui veulent aller jusqu'au cimetière avec les affaires publiques. Donc le RDPC est incapable de se renouveler. Restons un peu dans le maillot savant. Pendant 4 décennies, n'est-ce pas, il y a 3 personnes qui se sont comportés comme des présidents d'arrondissement. Kolofat avec Amadou Ali, Tokombere avec Kavaï, et puis Mora avec Talba Mala. Aujourd'hui, il y a eu une sélection naturelle qui a commencé avec la mort de Amadou Ali, puis à son âme. Tant que Talba Mala et Kavaï sont là, d'ailleurs, ils ont commencé à se donner les coups. Vous avez une souvenance de cette lettre qui circule où Kavaï écrit au secrétaire général du comité central du RDPC pour la haute information du président national du RDPC, où il parle des difficultés de la situation dans tant, où il dit que le premier responsable, c'est l'autre là, c'est monsieur. Ok, c'est un fait, me dit-il. Bon, le président Kavaï n'a jamais écrit une pareille. Toujours il y a un militant du RDPC qui dit que c'est un fait. Donc, sauf que monsieur Kavaï n'a pas menti. Non, c'est un fait. Attendons, ok, mais toujours est-il. On ne s'attarde pas là-dessus, alors. D'accord, on ne s'attarde pas là-dessus et on continue pour dire que tant que les deux, Talba Mala et Kavaï, sont aux affaires, il va être difficile. Et puis Bouba, vous savez qu'il est difficile hein, pour l'extrême nord, par exemple, le Mayo, ça va, d'espérer d'un renouvellement politique à côté des gens qui conspirent à penser que après eux, c'est le déluge. Et il n'y a pas de république sans eux. Ça fait au moins 5 générations sacrifiées. C'est pour ça que ça va être compliqué. On va renouveler comment? Qui va renouveler? Aujourd'hui, le RDPC est comme un véhicule qui a fait 40 ans d'existence où même le propre fabricant n'arrive plus à reconnaître les pièces. Donc on avance doucement, hein, on colmate les brèches. C'est-à-dire que si c'est le moteur qui a un problème, on essaie de souder, de rafistoler, jusqu'à ce que peut-être une autre sélection naturelle arrive.
n'est-ce pas? Et vous savez de laquelle sélection naturelle dont je parle cette fois-là, celle qui va, n'est-ce pas, peut-être régler définitivement. Je ne sais pas, je ne suis pas Dieu pour savoir. Non, je voudrais quand même dire. Naturelle. Oui, Bouba, vous me laissez quand même dire que. Vous sortez par là. Oui, je vais sortir par là. Il est souhaitable pour le président de la République de régler définitivement le conflit, n'est-ce pas, entre les Kirdis et les Mandara. Surtout ce qui se passe avec les Podoko, qui sont de la majorité. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose d'assez compliqué qui se passe, c'est que il y a un type, un Mandara qui a fait 40 ans, et même plus. Il a d'abord commencé comme député, maire, puis maire à Babouka. Une fois parti, n'est-ce pas, l'élite organisateur, chargé secrétaire à l'organisation du RDPC, que vous connaissez, qui est le patron de Mora, a décidé de le remplacer par un autre Mandara qui s'appelle Chetima Amidou. Et ça jazz, ça piaffe d'impatience. Donc, si le président de la République ne règle pas ça, ça va être un problème. Et le président de la République lui-même, s'il voulait le renouvellement, c'est important. Comment voulez-vous qu'on puisse garder autant de personnes aux affaires? Quand vous regardez, il y a lui, vous allez partout, c'est des gens... Quand vous voyez la guerre, que Perevet, même à l'autre, à Manaouda Malachi, simplement parce que Manaouda est venu, et c'est en cela que le renouvellement est important. Vous avez vu l'arrivée de Manaouda Malachi, n'est-ce pas? Comment est-ce que ça a créé l'enthousiasme, ça a créé, n'est-ce pas, du bon au cœur des gens qui voient aujourd'hui de plus en plus que du Maï Tchanaga, des populations du Maï Tchanaga, qui voient, ne me coupez pas, qui voient comment un jeune ministre arrive aux affaires et il est capable, n'est-ce pas, d'internaliser leurs problèmes, de se les approprier et de commencer de remettre à l'ordre du jour, n'est-ce pas, le goût à la vie. Or, de l'autre côté, ni Talba, ni Kavaï, qui sont des hommes du passé, ne peuvent plus le faire. Ok, merci Souley. Vraiment, en quelques secondes, vous voulez apporter une précision? Oui, justement, je voulais apporter une précision sur le document qui circule dans les réseaux sociaux. Vous avez dit que c'est un fait. Oui, c'est un fait que je voulais. Pourquoi vous voulez encore le dire et revenir dessus? Oui, et dire à Bouba que, évidemment, un parti ne se renouvelle pas comme vous le pensez. Il a dit, c'est pas des pics, il y a des mécanismes de renouvellement de l'élite au niveau d'un parti politique. Et justement, si vous avez couvert le renouvellement des organes de base, vous aurez très bien compris que le RDPC a un système de renouvellement connu des grands partis politiques. Il n'y a rien. Merci. Vous avez tout faux. S'il vous plaît. Souley, je suis catégorique. C'est pas la thématique. Souley, je suis catégorique sur cette question, s'il vous plaît. On va sortir par là sur, effectivement, le mot clé qu'on pourra retenir de l'illustre disparu. Écoutez, moi, je pense qu'on a affaire à un grand homme d'État. Sinon, on se situe dans le cadre, n'est-ce pas, de notre État qui, n'est-ce pas, sort de la colonisation et puis de 1966 avec l'UNC et 72. Il est resté dans son système, il a servi son système en bien et en mal selon les circonstances. Et je pense qu'il y a une autre évocation que vous aurez dû pu faire. C'est que nous sommes sur le 4e ministre du gouvernement qui s'en va. Et est-ce qu'on va laisser effectivement la sélection naturelle, n'est-ce pas, régler la question de l'occupation des fonctions et le drame? C'est pour ça que quand vous parliez de renouvellement, je rigolais un peu parce qu'en définitive, votre système est un système qui est fondé sur une interrogation politique des régions. Hein? Vous avez organisé votre système par région. C'est-à-dire qu'en réalité, j'ai discuté avec un grand homme politique du Nord qui me disait que chaque fois qu'on lui demandait de proposer les membres du gouvernement, il y insérait le nom de, enfin on va le dire, le nom de son secrétaire général. On lui disait non, donnez-nous des noms, les gars de chez vous. Celui-là, il n'est pas de chez vous, etc. Donc, tant qu'on aura cette conception de la République, il n'y aura jamais de renouvellement sain dans le cadre de nos partis politiques. Il faut revenir à la République. En vous entendant parler, j'ai eu le sentiment d'avoir affaire à des monarchies, à des chefferies et à des groupes qui s'organisent pour donner des influences, pour donner des zones d'influence, n'est-ce pas, à un certain nombre de barons, pour que l'État, n'est-ce pas, ne soit pas très embarrassé par la gestion de ces points. Vous avez commencé votre intervention en indiquant que Maroua avait dit quoi,
grand levier électoral, n'est-ce pas, oui. de votre parti. C'est vrai. Mais c'est vrai pourquoi? Parce que là-bas, vous avez des barons qui gèrent la question électorale en dehors même de l'État. Oui. Si vous avez fait le tour de l'Abida, vous savez exactement comment ça se passe. Donc, par conséquent, tant que nous ne reviendrons pas en République, où le principe de l'égalité du citoyen devant la loi, devant les charges publiques et devant la possibilité de servir le pays, tant qu'on ne reviendra pas au concept fondamental de la République, on aura toujours ces difficultés. Lorsqu'un grand comme Amadou Ali s'en va, il laisse un grand vide. La question c'est, après Amadou Ali, qui dans son fief? Merci, cher monsieur, c'est malheureusement terminé. Vous allez donc suivre le match, la diffusion de match sur Canal 2 Moving et Canal 2 English, la diffusion du match de la finale de tout à l'heure entre Coton Sport de Garoua et Bamboutos de Mouda. Merci à Dr Ilya Kamga, merci à Simon, merci à Soulé, merci aux bâtonniers. On espère que quand on va vous solliciter, vous reviendrez encore. La rediffusion, la première, ce sera ce soir à partir de 23h. La seconde, demain, quand il sera 23h30. Madame, monsieur, excellente journée, excellente soirée à regarder les programmes de Canal 2 International. Quoi qu'il arrive, ne l'oubliez jamais, gardez le sourire. Bien bonjour.